Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 301 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, nous allons parler de Rudy Gobert. Gobert qui a encore une fois été critiqué, mais on va en parler pour parler notamment du biais du survivant. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Rudy Gobert et le biais du survivant, donc on va y arriver. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast qui n'était pas vraiment prévu, mais petit édito, puisque malheureusement, encore une fois, Rudy Gobert est dans l'actualité pour de mauvaises raisons. Alors, non pas qu'il ait fait lui-même quelque chose de mal, mais une nouvelle fois, on a des critiques qui ont réémergé à propos de Gobert, une énième fois même, j'ai envie de dire. Et donc ça a relancé encore une fois, là encore, le débat sur Gobert. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il est trop... Enfin voilà, ce côté très très polarisant du cas Gobert. Est-ce qu'il mérite d'être payé autant ou pas, est-ce qu'il doit être sur le terrain ou pas, puisque apparemment c'était ça aujourd'hui le débat actuellement. Et bon, en même temps, moi je me dis, c'est aussi l'occasion d'en parler et de parler notamment d'un aspect que je voulais aborder au niveau des playoffs quand ils ont été éliminés. Mais malheureusement, j'avais pas eu le temps parce que finalement, il avait fallu enchaîner sur les finales, etc. Donc bref, j'avais pas eu le temps, donc on pourra le faire aujourd'hui un peu plus calmement, à reparler de ces playoffs et justement de certains biais, parce que à mon avis, il y a 2-3 trucs là-dedans assez intéressants à dire, notamment. Mais on va y arriver. Mais donc, commençons par le début, tant qu'à faire. Donc, comment est-ce que ceci est revenu sur la table cette fois-ci ? C'était pas Draymond Green cette fois-ci. C'est revenu sur la table de par Dereck Lively. Et oui, vous l'avez peut-être vu passer, mais il y a eu cet extrait qui a beaucoup tourné, cette vidéo qui est issue d'un podcast entre Dereck Lively et son coéquipier au Mavs, Théo Pinson, où je crois que c'est Pinson qui parle de ça et qui dit... voilà, il y a aussi l'exemple de Minnesota avec Rudy Gobert qui devrait passer littéralement 0 minutes sur le terrain, ce sur quoi Dereck Lively s'empresse d'abonder dans ce sens-là en disant effectivement 0. Mais malheureusement, il joue parce que il est payé 45 ou 50 millions l'année par Minnesota, donc il faut bien le faire jouer, etc., etc. On mettra un peu, on va en discuter. Et puis la deuxième lame aussi est venue évidemment de la part de Shaquille O'Neal cette fois. Quand c'est pas Draymond Green, c'est Shaquille O'Neal qui lui carrément pour dire le pire joueur de NBA, c'est Rudy Gobert. Voilà. Bon, en même temps, c'est assez peu étonnant de la part de Shaquille O'Neal. Je pense qu'il y a une partie de marketing et une partie de pour faire du buzz, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi rendre hommage à la bonne foi de Shaquille O'Neal et je veux pas lui faire un procès d'intention parce que oui, il y a aussi un côté où ça aide quand on a un podcast, le podcast de Shaquille O'Neal, il y a des petits extraits vidéo qui vont pouvoir tourner, voilà, c'est plus sexy, ça va faire plus de clics, mais non plus d'argent que si on dit le pire joueur de NBA c'est Javonte Green, évidemment. Enfin, j'ai rien contre Javonte Green, mais bref. Mais rendons hommage un peu à sa bonne foi parce que je pense qu'il n'y a pas qu'un côté le putaclic pour le putaclic, il y a aussi un aspect je pense qu'il le pense vraiment, en un sens, en partie, même en grande partie. Donc bref, tout ceci a bien relancé le débat ces derniers jours et bon, déjà, première chose qu'il faut dire, pour moi, c'est que, à mon sens, le contre-argument à apporter n'est absolument pas de renvoyer Dereck Lively à son CV, et à son palmarès et à son statut, en fait. Et j'ai vu que malheureusement, c'est un peu ça qui a été fait, et je peux comprendre, c'est un peu normal, enfin normal, pas dans le sens c'est ça qui doit arriver, mais dans le sens c'est la norme, c'est comme ça que ça se déroule usuellement, on va dire. Mais il y a un peu ce truc de non mais t'es qui pour parler, t'es moins bon que lui, donc poète camembert, tu parles pas sur lui quoi. Il y a un peu ce truc là qui est grosso modo qui est un peu un argument d'autorité en fait. Et à mon avis c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut répondre. Et même pour vous dire, pour aller plus loin, c'est un peu un truc que je déteste en fait ça dans le sport, cet aspect de le fameux argument d'autorité. Et en plus voilà, moi ça me touche moi aussi personnellement, alors que je ne suis absolument pas d'accord avec Lively, vous avez compris, mais c'est vrai que ce côté argument d'autorité, moi je suis dans le sport depuis 10-15 ans maintenant, c'est un truc un peu pénible quoi, et c'est un truc en plus moi qui me touche parce qu'on me le renvoie aussi, cet aspect de plutôt que répondre sur les idées et sur le fond, souvent on me dit mais non, mais les coachs NBA et les joueurs ne pensent pas comme toi, petit geek dans ton coin, etc. Bon, je parle de moi, mais ça arrive à tout le monde, hein. Vous connaissez ce truc, hein. On l'a en basket, mais on l'a aussi surtout en foot. C'est un grand classique dans le foot, cet aspect de certains consultants qui sont des anciens joueurs qui renvoient ça à la gueule pour gagner des débats, qui renvoient ça à la gueule des autres consultants qui eux sont des journalistes, ou alors des consultants autres, hein, mais qui n'ont pas des anciens joueurs de foot, je veux dire. Donc c'est un truc assez classique, hein, ça finalement, de dire non mais Lively, t'es qui pour parler quoi, grosso modo. Et pour moi, je suis fondamentalement en désaccord avec ça, comme principe et comme contre-argument à apporter, parce que en fait c'est pas du tout le débat. Que ce soit Dereck Lively qui le dise, ou Draymond Green, ou Shaquille O'Neal, ou Michael Jordan, pour moi, c'est pareil, en fait. Je veux dire, je comprends un peu le raisonnement de on accorde du crédit à celui qui sait, etc. Mais
En fait, non. Pour moi, c'est répondre à côté. Il n'y a pas à aller tacler Derek Lively sur son CV. Il a le droit de penser exactement ce qu'il veut. Il a le droit d'ailleurs de le penser vraiment, ou alors de le penser, de faire la mauvaise foi, ou de faire du trash talking. Derek Lively, il a le droit de dire ce qu'il veut. Et il ne faut pas le renvoyer à son CV. Moi, je pense pas. Parce qu'en plus, non seulement c'est pas bien, ça répond à côté, on répond pas sur les idées. Moi, c'est toujours ça que je regrette, quand on me le renvoie à moi, à la figure. Moi, c'est toujours ce truc, pourquoi tu ne réponds pas sur les idées plutôt que me dire les coachs NBA, les joueurs NBA, ils pensent pas comme toi, les front office, ils pensent pas comme toi, ou bien toi, t'es qu'un petit geek qui parle tactique ou alors qui parle de stats, voilà, ce genre de truc. Mais non seulement c'est pas bien parce que ça répond pas sur le fond, mais en plus, deuxièmement, je trouve qu'il y a un peu un côté absurde dans cette logique-là, si on la pousse à son paroxysme, si on la pousse jusqu'au bout. Parce que, en fait, vu que c'est un peu une manière de décrédibiliser quelqu'un en disant par rapport à ça, mais finalement, où est-ce qu'on s'arrête? Notamment, comme dit, moi je l'entends beaucoup en foot, cet argument de la part de consultants qui sont des anciens sportifs, qui disent non mais toi ta bouche, moi je suis un ancien pro, donc je sais, et toi non. Voilà, plutôt que répondre sur le fond, encore une fois. Mais si on pousse cette logique jusqu'au bout, ça veut dire que des consultants qui ont été simplement des joueurs de Ligue 1, ils peuvent pas parler de la Coupe du Monde, ou ils peuvent pas parler de la Ligue des Champions. Ou alors, même le consultant ancien pro, mais qui est par exemple qui a été défenseur, ne parle pas. Toi, tu peux pas parler des attaquants parce que tu l'as pas vécu. Donc, vraiment, si on pousse jusqu'au bout un peu cette logique-là, qui moi je trouve est pas bonne, en fait, on peut arriver à décrédibiliser absolument tout le monde et à disqualifier de la conversation absolument tout le monde. Pour moi, c'est un non-sens en fait. Je comprends qu'on puisse le faire, mais pour moi, c'est un non-sens de faire le lien entre le passif de quelqu'un et ce qu'il dit en fait. Mais ça n'a rien à voir. Qui tu es et ce que tu dis n'a rien à voir. Tu peux être complètement n'importe qui a jamais fait de basket de ta vie ou de foot et parler de foot et parler bien, ou l'inverse. Donc cet argument d'autorité, moi je le trouve un peu nul, et c'est pour ça que première chose qu'il faut dire, c'est que Lively, il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est pas parce que lui il a pas 4 titres de défenseur de l'année qu'il a pas le droit de critiquer Gobert, qu'il a pas le droit de faire de trash talking, qu'il a pas le droit de voilà, pour moi ça n'a rien à voir. Et c'est un peu, pour moi c'est exactement la même chose si c'est Derek Lively qui dit ça que si c'est Shaquille O'Neal ou Draymond Green. C'est exactement pareil. À mon sens, le contre-argument à apporter, c'est pas sur le CV de Derek Lively. C'est tentant. C'est très tentant parce que ça fait un côté poète camembert, quoi. Je te rabats ton caquet. Mais en fait, non, pour moi, c'est un peu un non-sens. Bref, je trouve que c'est pas très bien. À mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut répondre. C'est pas renvoyer Derek Lively à son statut en disant mais toi, t'es moins bon que Gobert, donc tu peux pas parler de Gobert. Parce qu'en fait, sinon, les gens qui disent ça, est-ce que eux parlent de NBA du coup? Ou d'ailleurs vous, même si vous avez envie de le faire, si vous renvoyez Derek Lively à son palmarès, comment est-ce que dans le même temps vous pouvez vous-même ensuite parler de tel ou tel joueur NBA? Parce que vous n'êtes pas joueur NBA a priori. Alors je sais que j'ai certains joueurs NBA qui m'écoutent, mais a priori pour la majorité d'entre vous ou d'entre nous, on n'est pas joueur NBA. Donc dans cette logique, on peut parler de personne et de rien en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bref, on part refaire ce débat ancestral là-dessus, mais je trouve que c'est pas ça l'argument à apporter. Pour moi, pas du tout. Je pense que Lively dit ce qu'il veut, il a bien le droit de dire ce qu'il veut, il n'y a pas de hiérarchisation, mais par contre, là où je tiens, je voulais en parler, et je trouve ça notable, et pas du tout anodin, c'est que, justement, pour les joueurs NBA, ça compte. Moi, je dis, il faut pas en tenir compte, moi je dis, il faut pas renvoyer tel ou tel joueur à son statut pour dire, ferme ta bouche, t'as pas le droit de parler parce que t'es que ça, et t'es pas ça. Mais pour les joueurs NBA, ça compte, ça. Et pas que pour plein de fans, mais notamment pour les joueurs NBA, ça compte. Et donc c'est pour ça que moi je trouve ça d'autant plus intéressant, c'est que Derek Lively est un role-player. Alors, ça dépend toute la définition qu'on a du role-player, évidemment, mais je veux dire, on a affaire à quelqu'un que moi j'adore, en plus, vous le savez, un pivot NBA très, très prometteur, etc., qui fait plein de bonnes choses. Bon, on est autour des 20 ou 25 minutes par match, à peine. Ok, alors très prometteur, mais je veux dire, en l'état, on n'est pas non plus sur une star. En tout cas, ça vous me l'accorderez. Mais ce que je trouve significatif, en tout cas, c'est qu'on ait un role-player qui se permette de dire ça. Et je répète une énième fois, mais moi, ça ne me dérange pas qu'ils le disent. Et je ne le renvoie pas à son statut pour dire t'as pas le droit de dire ça parce que tu n'es que ça. Par contre, quand on dézoome, moi je trouve ça assez notable et assez parlant qu'un joueur de son statut se permette de critiquer, mais surtout ouvertement et publiquement, une star comme Rudy Gobert. Et c'est là-dessus en fait où je pense que le cas de Gobert est réellement un cas unique en NBA. Unique dans le sens où je n'ai pas le souvenir qu'on ait d'autres stars NBA qui soient à ce point critiquées publiquement, de manière, en plusieurs points, mais de manière aussi répétée, de manière aussi décomplexée, et donc
aussi par à peu près tout le monde en NBA. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je trouve que c'est nul de renvoyer quelqu'un à son CV et tout le monde a le droit de parler sur tout le monde. D'ailleurs, vous ou moi qui n'avons pas joué en NBA, on peut parler de NBA, on peut parler de foot, etc. Même si on n'a pas pratiqué. Il ne faut pas avoir été cheval pour être jockey, il ne faut pas avoir été malade pour être médecin. Bref, ne refaisons pas ce débat, mais pour moi ça compte pas. Mais comme dit dans le référentiel NBA, cette hiérarchisation, elle existe. Et donc, notamment, classiquement, usuellement, si vous voulez, mais on a très rarement des joueurs NBA d'un statut un peu inférieur qui critiquent des joueurs d'un statut supérieur. Et c'est là-dessus que je trouve que le cas de Gobert est assez unique en NBA, parce que non seulement les critiques sont répétées, elles sont nombreuses, et depuis presque 10 ans maintenant, depuis pas mal d'années. Deuxièmement, elles se font sur la place publique. C'est pas juste les mecs qui parlent entre eux, hein. C'est là, de manière totalement publique et décomplexée sur un podcast, on peut dire que un mec qui est payé avec un contrat max, il aurait pas dû jouer. Voilà, assez nettement, et je parle même pas de ce que dit Draymond Green, hein, évidemment, mais voilà, il y a cet aspect totalement décomplexé. Et pour le coup, j'ai pas de souvenir d'avoir d'autres stars NBA qui subissent un peu ça. C'est là-dessus où, comme dit, hein, je ne dis pas Lively, tais-toi, t'as pas le droit de parler. Je dis, c'est notable de voir qu'un joueur de son statut parle de cette manière. Parce que, des stars entre elles, ça peut arriver. Ok. Mais un joueur au statut de manière notablement plus bas que Gobert se permette de dire ça, pour moi, c'est assez parlant. Et c'est un indicateur, c'est un marqueur assez parlant du cas Gobert qui est vraiment une star, la star la plus critiquée de NBA. Et de suite, j'enchaîne et je me permets de le dire, je ne dis pas que Gobert n'est pas critiquable. Évidemment pas. Je pense même qu'il est largement critiquable. C'est pas trop ça le propos. Le propos, c'est de voir que il y a quand même une critique qui, non seulement vient de tout le monde, qui vient de manière répétée, de manière décomplexée et très ouverte, et en plus, donc, il y a un certain caractère assez exagéré là-dedans. Moi, je suis le premier à dire, et on l'a fait 1000 fois sur le Basket Lab, de dénoncer tous les compromis qu'il y a avec le profil de Gobert, tous les défauts qu'il y a avec le profil de Gobert, mais c'est pas la question. Là, le propos, c'est de voir que c'est quand même un peu exagéré, quoi. C'est quand même largement exagéré. Ou plutôt, pour le reformuler, je vois pas d'autres joueurs avec qui il y a une telle... Le curseur est poussé à ce point loin dans la critique. En termes de à quel point les critiques sont fortes, en termes de à quel point les critiques sont répétées, et à quel point elles sont décomplexées et sur la place publique. Ça, pour moi, c'est un peu inédit, et je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, mais en ce sens, le cas de Gobert est assez unique, pour le coup. Bon, après, on peut aussi se poser des questions, mais à quel point... Enfin, pourquoi est-ce qu'on a à ce point ce cas unique d'un mec qui est critiqué comme ça, quoi? Bon, une première raison qu'on pourrait évoquer, c'est le fait que, déjà, il n'est pas américain. Et ça, je pense que ça n'aide pas. Clairement, ça n'aide pas, parce qu'on connaît les Américains un peu, ça va de mieux en mieux, mais il y a un peu une légère xénophobie basketballistique, un peu en un sens où, voilà, il y a un peu ce côté très auto-centré. Il y a qu'à voir d'ailleurs, même quand un Américain dit, mince, j'ai perdu son nom là, de l'athlétisme, Noah Lyles, je crois, qui parlait de ça, les Américains qui appellent ça le World Championship, alors qu'en fait ils affrontent entre eux. Même un Américain qui dit ça, vous voyez comme il est taclé par l'ensemble de la NBA et l'ensemble des États-Unis. Bref. Donc je pense que le fait de ne pas être américain, ça joue. Mais je pense pas que ce soit ça en soi. Je pense pas que ça soit la raison unique de ça, parce que, en fait, d'autres joueurs non américains, il y en a aussi plein en NBA. Certains qui sont adorés, d'autres qui sont d'ailleurs critiqués, mais pas à ce point, quoi. Des Luka Doncic, des Nikola Jokic, etc. Ça existe, hein, des joueurs NBA non américains. Et pourtant, ils sont quand même pas tous critiqués à ce point. Donc, je pense que ça joue, le côté non américain, mais pas seulement. Je pense aussi que son jeu, ça joue aussi. Donc là, je parle de l'aspect basket, en fait, hein, très, très simplement. Et le fait qu'en effet, il a un jeu très atypique. Et même très polarisé, parce qu'il est extrêmement fort en défense, mais il faut dire aussi que de l'autre côté, il est pas très bon en attaque. C'est un peu l'euphémisme de l'année. Mais effectivement, c'est un joueur qui en attaque apporte pas mal de compromis et qui peut flirter parfois avec le fait d'être soit une valeur neutre en attaque, soit sinon parfois, selon le contexte, selon la manière de jouer et l'optimisation ou non-optimisation, peut même être une valeur négative en attaque. Assez clairement. Donc, peut-être que ça joue aussi, le fait d'avoir un profil à ce point atypique, à ce point polarisé, donc qui sort un peu des normes habituelles, et surtout, d'ailleurs, je rajoute, polarisé, mais surtout polarisé vers la défense, et pas que vers l'attaque, parce que des joueurs qui sont 100% d'un côté et 0% de l'autre, il y en a beaucoup en attaque, mais bon, l'attaque c'est quand même un peu mieux vu que la défense. Donc, il y a ça. Mais en même temps, je pense pas que ce soit non plus la raison
principale ou la seule qui explique un peu pourquoi Gobert n'est pas aimé, je pense pas que ce soit ça. Parce que des joueurs atypiques en NBA, il y en a aussi pas mal, au final. C'est pas le seul joueur NBA avec des forces versus faiblesses à ce point particulier. C'est pas le seul joueur NBA avec un profil qui sort de la norme, etc., etc. Non. Donc ça ne peut pas être que ça. Après, troisièmement peut-être, je pense que ça joue aussi, mais c'est sa personnalité. Gobert, c'est plutôt quand même un mec assez gentil, on va dire. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, et je parle peut-être pas de l'homme, on connaît pas l'homme dans la vie privée, etc. Mais en tout cas, le personnage public, ce qui transpire un peu de l'homme, entre guillemets, l'homme public, on va dire, c'est quelqu'un d'assez gentil. Et bon, pour moi, ce sera jamais un défaut d'être gentil dans ce bas monde. Mais c'est vrai que c'est malheureusement, dans la réalité des faits, c'est quand on a certains joueurs ou commentateurs qui ont des traits de personnalité, parfois de bully, de harcèlement. C'est malheureux, c'est la vie, parfois c'est de la merde, mais c'est comme ça. Mais parfois les bullies s'acharnent un peu plus sur des joueurs un peu gentils. Voilà, assez clairement. Alors que si tu avais deux fortes têtes entre elles, disons-le comme ça pour être poli, peut-être elles vont moins s'embêter, mais vous voyez un peu ce que je veux dire peut-être. Mais je pense que le côté personnalité de Gobert joue aussi un peu. Et là encore, je pense pas que ce soit que ça. Mais à mon sens, c'est vrai que c'est peut-être un peu le seul qui réunit un peu tout ça, quoi. Qui soit à la fois pas un américain, en plus un profil de jeu à ce point atypique, à ce point polarisé en plus dans le sens de la défense, là où forcément le grand public, mais même pas que le grand public, c'est plus facile d'admirer et d'apprécier un profil polarisé, mais polarisé attaque plutôt que défense, ok. Et puis, en plus de ça, un aspect de personnalité où c'est quand même plutôt un gentil, et encore une fois, je répète, c'est pas du tout un défaut pour moi d'être gentil, au contraire, et de pas être un con, hein, pardon pour le gros mot, excusez-moi. Mais voilà, je pense qu'on rassemble un peu pas mal d'éléments là-dessus. Je sais aussi que pour certains, ça pourrait aussi venir de l'affaire des micros au début du Covid, mais je pense pas, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que cette affaire a totalement été mal comprise. Si on reprend un peu les déclarations de l'époque, pourquoi est-ce que Gobert fait ce geste par rapport au micro? C'est pour dénoncer un peu l'hypocrisie de la NBA par rapport aux mesures sanitaires qui étaient très très bien pour les joueurs, mais qui étaient hypocrites et très nulles par rapport aux journalistes. Donc c'était un peu un geste envers les journalistes, hein. Mais bref, fermons cette parenthèse. Mais pour moi, c'est pas que ça, c'est pas que l'affaire des micros et du Covid qui a été donc mal interprétée, parce que ça date d'avant. On l'a connu, moi je l'ai connu, ça date d'avant, un peu cette haine de Gobert ou cet acharnement sur Gobert, ça vient un peu d'avant, de la part du grand public, mais aussi des joueurs. Notamment, je pense que le truc le plus notable, c'est quand il avait fondu en larmes parce qu'il n'avait pas été sélectionné au All-Star Game, ce qui, au passage, sportivement, était un peu une arnaque, hein, le fait qu'il soit pas au All-Star Game, mais bref, fermons cette parenthèse. Mais je pense que ça part un peu de là, et là on parle de quoi, 2017, 2018, donc on est bien avant l'affaire du Covid, on est bien avant les affaires peut-être un peu plus récentes aussi de qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait pas dit, etc. Bref, ça date quand même de beaucoup plus longtemps que ça en fait. Donc c'est pas ces éléments récents. C'est pas le Covid, l'affaire des micros. Alors peut-être que ça a aggravé aux yeux du grand public, peut-être, mais ça date pas de ça. D'ailleurs, je parlais du fait que la fois où il avait fondu en larmes pour le All-Star Game, voilà, je crois qu'il y avait un tweet qui datait de 2019 aussi. La fois où Draymond Green n'avait pas été All-Star Game lui-même, et donc il avait fait un tweet genre tiens, il faut que je pleure moi aussi, du coup, ou un truc comme ça, quoi. Donc là, on est bien avant le Covid, quoi. Donc bref, c'est assez vieux. Je pense que il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Le fait qu'il soit pas américain, le fait qu'il ait un jeu très atypique. Même si, encore une fois, je rajoute et je répète une énième fois, c'est pas une question de dire que Gobert n'est pas critiquable, mais c'est juste que on voit quand même que les critiques vont quand même assez loin. Je pense que c'est un peu un mélange de tout. Le fait qu'il ait un jeu atypique, le fait qu'il soit pas américain. Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, notamment, sans même aller sur du Ben Simmons, sans même aller sur des profils très polarisés aussi, du genre Trae Young ou Luka Doncic parfois, ou James Harden, ou des mecs très forts en attaque et pas forts en défense, par exemple. Même si on va un peu sur le même archétype de joueur de type Ben Wallace, mais Ben Wallace, c'est aussi un mec qui était très fort en défense. Alors, modulo l'époque, hein, je pense que c'est un niveau similaire, même si c'était pas le même métier, parce que c'était pas la même NBA non plus, mais c'est pareil, hein, le même archétype du mec extrêmement fort en défense, et puis en attaque, c'est nullissime. J'ai pas l'impression que notre ami Ben Wallace soit détesté à ce point, quoi. Ou que soit pas respecté par l'entièreté de la NBA, par ses confrères, etc., quoi. C'est même plutôt quelqu'un qui est adoré malgré son profil atypique. Alors que Gobert, qui lui aussi a un profil atypique, très fort en défense et puis très mauvais, enfin parfois mauvais en attaque, c'est pas... Lui, il est un peu plus détesté, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu un mélange de tout, le jeu atypique, mais aussi le fait qu'il soit pas américain, mais aussi la personnalité, où c'est pas un méchant, c'est pas un con, enfin voilà, ce genre de choses.
Et puis je pense aussi qu'il y a aussi un effet meute en fait, hein, au final, et sur la longueur, sur la durée, il y a un peu un effet meute. C'est là-dessus en ça où l'affaire, c'est pas une affaire, hein, l'extrait avec Lively m'a un peu marqué, moi, c'est que, à mon avis, c'est un marqueur intéressant de par l'aspect de un simple roleplayer se permet de dire ça, alors que je pense pas qu'on verra un jour un roleplayer banal, un porteur de balle banal dire ça de James Harden ou de Trae Young ou de Luka Doncic ou de voilà. Je pense que ça n'existe pas trop, voire même pas du tout. Alors que là, on a un roleplayer un peu banal sur le poste de pivot qui dit ça d'un de ses pairs qui est bien meilleur que lui. Ok. Mais surtout, c'est aussi intéressant et un marqueur intéressant de peut-être un peu de cet effet meute en fait, de cet effet accumulation et tout le monde s'y met quoi. Le vilain petit canard et l'effet meute clairement qui se la conversation est un peu comment dire décomplexée par rapport à Gobert. Tout le monde peut s'y mettre. Encore une fois, hein, Gobert est critiquable et encore une fois, je réfute l'argument que il faut être un joueur de niveau équivalent pour parler de Gobert. Ok. Mais c'est vrai que par contre pour les joueurs NBA c'est un peu plus important et donc voir des mecs un peu des no-name ou des role-players, hein. No-name je parlais pour Pinson, hein, je parlais pas pour Lively, mais je trouve que c'est assez marquant et ça montre aussi peut-être cet effet de meute qui au fur et à mesure des années s'accumule et voilà une espèce de normalisation de la critique acerbe de Gobert. Et je rajoute acerbe parce que vous avez bien compris, mais je le répète encore une fois, Gobert est critiquable, mais c'est pas le propos. On parle là du fait que le degré de critique est sans doute beaucoup trop poussé par rapport à ce qu'il devrait être. Bon après, ça voudrait dire parler de tactique. Et bon, il y a plein de nuances en fait quand on doit parler de Gobert, de ses forces, de ses faiblesses, des compromis qui vont avec et de comment est-ce qu'on doit l'entourer ou pas l'entourer, etc. etc. Mais alors, justement, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis permis aussi de reposter une archive du Basket Lab, qui était un des premiers épisodes qu'on a fait sur Basket Lab, dans les 20 premiers, je crois, qui était avec Jérémy, à l'époque, Jérémy de QI Basket. Il avait écrit un article là-dessus, c'était en 2022. Il était encore au Jazz, à l'époque, notre ami Rudy Gobert. Et donc, il était venu nous parler de cet article, un article qui était « Pourquoi n'apprécions-nous pas Rudy Gobert à sa juste valeur ?» Et bon, si ça vous intéresse, je ne vais pas refaire tout le podcast ou tout l'article, hein, si ça vous intéresse, je l'ai reposté sur la chaîne YouTube. Comme ça, c'est un peu plus frais, un peu plus facile d'accès, si ça vous dit. Mais c'est vrai que, pour le coup, il y a quand même certaines critiques un peu évidentes qui ressortent à chaque fois sur Gobert. Maintenant qu'on a un peu évacué un peu le contexte et le qu'est-ce que ça signifie, etc. Mais pour entrer un peu plus sur le fond du propos, Jérémy nous avait un peu détaillé certaines critiques un peu générales qui ressortaient. La première, c'était « il est trop limité offensivement ». Et ça, c'est vrai que c'est indéniable. C'est indéniable que Gobert est critiquable en attaque. Et que même au-delà de ça, oui, parfois il peut avoir une valeur négative en attaque. Et évidemment, mais ça on le réfute pas. Après, de là à dire est-ce que ce soit un zéro complet, non, je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a des compromis, hein. Clairement, il y a des compromis du genre sans toucher de balle autour du panier, ok. Donc à moins qu'on ait des vrais dunks ou des vrais alley-oops faciles, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le fait aussi que même en termes de finition pure, il faut aussi un bon type de passeur à côté de lui. Et donc notamment, on a vu que D'Angelo Russell, qui est plutôt un joueur de pick and roll, mais qui est plutôt axé et typé les passes à terre, en fait, les pocket pass sur le pick and roll, qui a plutôt ce genre de schéma sur pick and roll, ce genre de lecture et de schéma qu'il préfère exécuter, ça marche pas parce que donc les passes à terre, c'est plutôt des passes plutôt basses qui conviennent pas parce que Gobert, avec ses mains, devait aller chercher la balle en bas, puis la remonter sur lequel il était pas bon. Alors que le profil Mike Conley, on a vu, qui a été rajouté, de suite ça marche mieux parce que Mike Conley est beaucoup plus adepte du côté pick and roll et le alley-oop finalement. Donc mettre la balle très haut pour que Gobert finisse simplement. Donc il y a ça aussi, il y a le fait que, évidemment, pas de jump shot aussi, pas de post-up, évidemment, ça on en parle beaucoup. Bon, là encore, il faut séparer la conversation entre il n'y a pas de la création offensive via le post-up, et ça, pour moi, c'est pas très grave. Après, il y a l'autre aspect aussi oui, c'est vrai que par contre, avoir un post-up de punition, non pas de créer une action à partir du post-up, mais quand tu as un mauvais match-up, quand tu as un plus petit sur toi, être capable de punir, ça, c'est un post-up de punition, ça, c'est un truc qui a de la valeur et qui est assez important. Ça, c'est vrai qu'il l'a pas. Ok. Donc, oui, je suis pas là pour vous dire que Gobert n'a pas de défaut en attaque. Il en a. Et même, pour prendre l'exemple, mais c'est vrai qu'il a beaucoup développé ces derniers temps le côté passing, mais il part aussi de plus bas par rapport à d'autres.
Donc notamment Lively part de plus en termes de passing en mouvement, les lectures en mouvement à partir de short roll comme on dit, donc en sortie des pick and roll faire l'extra pass quand il a le 3-4 devant lui. Voilà ce genre de lecture assez simple. Gobert, il n'y a pas non plus de valeur ajoutée au niveau du passing. Bon, après, pour moi, il y a plusieurs choses à noter. Oui, il est critiquable, en effet, mais à quel point est-ce qu'on n'arrive pas aussi sur un biais, peut-être, un premier biais qu'on va exposer aujourd'hui, qui est le biais du risque zéro. Alors, qu'est-ce que le biais du risque zéro ? C'est en psychologie, tout ce qui est biais cognitif, évidemment. Le biais du risque zéro, c'est la tendance à préférer la valeur de la certitude et à opter pour des solutions à risque zéro. Donc, parlons concrètement, par exemple, le biais du risque zéro, c'est en avion, il est possible c'est pas probable, mais c'est possible qu'on ait un accident, qu'on meure. Donc, biais du risque zéro, je ne prends jamais l'avion. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est vrai que j'ai quand même remarqué, j'en ai fait un article il y a quelques temps pour Basket Info, Feu Basket Info, mais pour moi, il y a un peu ce truc qui est applicable avec certaines stars, justement un peu au profil très polarisé. Donc là, je pense notamment à prenons un exemple concret, qui est celui de Trae Young. C'est vrai que Trae Young, moi, pendant longtemps, j'ai toujours eu ce truc, parce que moi, je l'avais scouté à la draft, etc. Et on savait qu'il était très, très, très mauvais en défense. Et même à un point où, même aujourd'hui, on n'est pas convaincu que ce soit pas justement un peu trop faible pour aller au bout. Et pour que ce soit un vrai joueur de ultra élite, etc., etc. Bon, typiquement, avec des gens qui ont un peu ce biais du risque zéro sur certains joueurs, c'est de se dire, non, enfin, ok, c'est bien qu'on ait Trae Young, enfin, c'est bien ce qu'il fait en attaque. Mais en fait, non, il est trop faible en défense, donc je préfère ne pas l'avoir du tout, en fait. Je préfère peut-être même avoir un joueur un peu moins fort en attaque, mais compétent en défense, plutôt que ce truc de la défense complètement nulle de Trae Young. Voyager en avion, c'est bien, mais si de l'autre côté je peux mourir, non, j'y touche pas, moi. Vous voyez un peu ce raisonnement ? Et je me demande à quel point il n'y a pas un peu ce biais du risque zéro avec Gobert de dire aussi fort soit-il en défense, en fait non, ça m'intéresse pas. Le risque est trop gros, et même le risque est trop important, parce que l'attaque elle est à ce point nulle, donc au final, j'en veux pas du tout. Et bon, je sais pas, je sais pas, mais pour moi il y a un peu ce côté-là parfois avec des joueurs à profil très atypique, d'autant plus que, deuxième élément, on l'a un peu évoqué, mais c'est vrai que sur ces profils très polarisés, très forts d'un côté et très mauvais de l'autre, on accepte quand même beaucoup plus facilement sur l'attaque. Voilà, je parlais de ça, le biais du risque zéro, Trae Young ou Rudy Gobert, typiquement, je pense que beaucoup plus de gens vont être cléments envers un Trae Young qu'envers un Rudy Gobert, parce que il y a cet aspect, cette vision en tout cas, que le basket c'est aussi et surtout l'attaque, en tout cas par le prisme individuel. Et bon, ce qui peut être vrai, mais bref, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Il y a toujours parfois un peu ce mythe de il vaut mieux être une bonne attaque ou une bonne défense pour gagner le titre. En fait, spoiler, il faut les deux. Donc il y a pas de, il y a aucun moyen aucun schéma, aucune obligation, plutôt l'un que l'autre. En fait, il faut les deux. Mais voilà, l'attaque et la défense, c'est tout aussi important en basket, au moins à l'échelle collective. Mais c'est vrai que par le prisme individuel, on a tendance à donner plus de valeur, notamment les fans un peu grand public, donner beaucoup plus de valeur à ce qu'est la création offensive et l'attaque, plutôt que la défense. Et si je vous donne deux joueurs de niveau équivalent, l'un le fait en attaque et l'autre en défense, je pense que si on fait un sondage, on va avoir 80% des gens qui vont préférer le profil offensif au défensif. Alors que même dans ce scénario théorique, on prend deux joueurs de niveau équivalent au global. Donc voilà, je pense que ça joue aussi, cet aspect de très polarisé, mais en plus en défense. Et encore une fois, oui, il est limité en attaque, et il a des limitations, des défauts en attaque, Gobert, ok, mais en plus, donc c'est du mauvais côté où il est polarisé, et ça aide pas. Et par rapport à ça aussi, c'est vrai que j'entends aussi beaucoup l'argument du contrat, mais vous voyez qu'au final, qu'est-ce que ça change qu'on ait un gros contrat sur Gobert ? Qu'est-ce que ça change par rapport à un Trae Young, par exemple ? J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de critiques par rapport à Trae Young sur ok, il est très fort en attaque, mais par contre en défense, il est nul et il sera toujours nul. C'est un peu comme Gobert en fait. C'est-à-dire qu'il est excellentissime en défense et il sera toujours nul en attaque. Pas de marge de progression, et puis voilà, parfois la valeur neutre, parfois un peu positif, parfois un peu négatif selon le contexte et comment est-ce que tu l'utilises, etc., etc. Donc j'ai un peu cette impression aussi que quand on parle du contrat, en tout cas on a l'impression que si tu as un gros contrat, il faut marquer. Il faut marquer des points. En tout cas un minimum. C'est un peu l'idée. Alors que au final, pourquoi ? En fait, tu as un gros contrat parce que tu as une grosse valeur. Et c'est un peu comme si on disait, non, mais Trae Young, il mérite pas son gros contrat, ou James Harden ne mérite pas son gros contrat, parce qu'il est pas assez bon en défense.
Alors, vous me direz, il y a certains qui le disent un peu pour les deux, hein, à la fois pour les profils Gobert, à la fois pour les profils Trae Young ou James Harden, mais on va dire que dans la globalité, il y a plus de critiques sur des Gobert que sur des Trae Young ou James Harden. Je pense, hein, je pense pas me tromper quand je dis ça, c'est peut-être qu'une impression. Mais voilà, pour moi, cette histoire de contrat, je comprends l'idée, mais en fait, il a aussi son gros contrat parce que il est élite en défense. Et parce qu'à lui seul, il est transcendant en défense. Mais pourtant, on s'accroche toujours à ce « Ah oui, mais si t'es payé 45 000 en année, bah, il faut au moins que tu sois à 15 points par match. » Comme si on disait désolé, James Harden, mais même si t'es très très fort en attaque et transcendant en attaque, bah, il faut au moins que tu sois un défenseur au-dessus de la moyenne de l'autre côté du terrain. Bah, vous voyez que quand on fait un peu le parallèle, bah, pas forcément. Mais parce que je pense qu'on associe valeur et donc on associe argent aussi par rapport à l'attaque. Donc, même la superstar défensive, il faut que, si elle a un gros contrat, ça peut pas être un gros contrat qui est que pour la défense, comme certaines l'ont que pour l'attaque. On dit aussi, non mais, oui, ok, ton gros contrat, tu l'as pour la défense, mais un mec qui est payé comme ça, il faut quand même qu'il score. Bon, bref, passons un peu là-dessus, mais en plus, pour un peu conclure sur cet aspect de il est trop limité offensivement par rapport aux critiques, en fait, c'est vrai. Évidemment qu'il est critiquable et critiqué en attaque, à raison. Mais en fait, par rapport aux gens qui le critiquent de manière extrêmement acerbe sur son jeu offensif, moi je suis d'accord. Mais justement, on peut lui faire de gros reproches en attaque. Mais est-ce que ça montre pas aussi à quel point est-ce que sa défense, elle est phénoménale? Est-ce que le fait que, justement, il soit très très nul en attaque, mais pourtant payé extrêmement cher, réclamé par beaucoup, il y a une équipe qui a fait un méga trade pour l'avoir, et on a vu que ça a plutôt bien marché, hein, tout de même. Est-ce que le fait que, justement, il ait à ce point des gros défauts en attaque, ça montre pas que, ouais, en fait, la défense, elle est à ce point forte pour compenser. Là, je fais pas un podcast sur Gobert pour dire non, en fait, il est plus fort que ce que vous pensez en attaque. Non. Moi, c'est pas ça mon angle, mon argument et mon prisme. C'est pas de dire ça. C'est de dire, oui, il est critiquable en attaque, mais rendez-vous compte, justement, de à quel point. Est-ce que ça veut dire qu'il est fort en défense s'il mobilise ce contrat et ce genre d'assets quand on l'échange? Plus on va critiquer son attaque, plus ça veut aussi dire que, en fait, si malgré tout il a tout ce qu'il a, c'est que la défense elle est à ce point balèze en fait. À ce point. Et puis bon d'ailleurs, au passage, hein, j'y pense un peu rapidement, mais pourquoi est-ce que quand on parle de construction d'équipe et le fait de gagner sans superstar, à chaque fois, on va chercher l'exemple de Détroit 2004, ok? Pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose par rapport au fait de, entre guillemets, gagner avec un pivot qui ne sait pas attaquer? Parce que, à chaque fois, un peu la règle officieuse, c'est presque officielle, mais la règle officieuse, c'est pour gagner le titre, il faut une ou plusieurs superstars. Et à chaque fois, on sort l'exemple de, non, mais en 2004, finalement, on a Détroit qui l'a fait. Sans superstar, ils ont gagné le titre NBA. Bon, ok, soit. En un sens, c'est pour moi un peu l'exception qui confirme la règle. Ok. À la limite, passons. Ok, on utilise toujours cette exception à chaque fois. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, toujours dans cette conversation de la construction d'équipe, et quand on vient à dire, mais non, mais en fait, Gobert, il est trop nul en attaque pour que ça marche. Ok, il est fort en défense, mais il est à ce point trop faible en attaque pour que ça marche. Pourquoi est-ce que là, à ce moment-là, on n'utilise pas aussi l'exception et l'argument des 3 Pistons 2004? Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même NBA. Oui, d'accord, mais par rapport à la construction des superstars aussi, c'est pas la même NBA. Et pourtant, on l'utilise, cet exemple. Enfin bref, c'est juste un point comme ça auquel je pense, mais j'y pense parce que c'est vrai que Ben Wallace est quand même largement similaire en plein de points à Rudy Gobert. Deuxième argument aussi qui revenait beaucoup sur la table et dont on avait discuté avec Jérémy, c'était l'apport en playoff n'est pas assez bon, voire même pas bon tout court. Bon, là, encore une fois, je vous envoie peut-être vers ce podcast si ça vous dit. J'ai posté sur YouTube avec le chapitrage, donc vous pouvez aller directement voir l'extrait en question. Je ne vais pas redévelopper ici, mais c'est vrai que dans ces critiques, les années Utah, c'est un peu particulier tout de même parce que quand ils sont éliminés notamment par les Rockets 2018. C'est une des meilleures équipes de la décennie, hein, les Rockets, Chris Paul, James Harden, l'isolation, etc. Le switch-all cette année-là. Vous connaissez un peu l'histoire. Bon, ok, ils se font sortir par les Warriors aussi en 2017. Alors d'ailleurs, je crois que c'est pas Hayward ou George Hill, je crois qu'il est pas là sur cette série en plus en 2017. Mais voilà, Golden State 2017.
c'est pas une des meilleures équipes de la décennie, c'est une des meilleures équipes de l'histoire, sans doute. Première année de Kevin Durant, c'est une équipe qui est fantastique. Donc, à quel point c'est pas un peu sévère de dire non, mais ça fait pas gagner en playoff, alors que ils tombent contre des équipes qui sont incroyables pour le coup, 2017, 2018, 2019 aussi, de nouveau contre les Rockets de Chris Paul et James Harden, qui sont un peu moins bons. Mais voilà, tout de même. 2020, au final, ils perdent contre Denver. Là encore, un Denver qui, on l'a vu, après 2020, la fois d'après, on a vu un Denver qui était à 100% et sans blessure, c'était 2023, et donc ça allait au titre. Donc à quel point est-ce que ce Denver était pas si bon que ça? Je sais pas, ils sont quand même allés jusqu'en finale de conférence et ils ont bien accroché les Lakers en finale de conférence, même si le score ne le reflète pas. Mais à la limite, ok, éventuellement. Et puis après, c'est vrai qu'il y a l'effondrement en 2021 aussi. L'effondrement par rapport au playoff contre les Clippers, où ils font une saison qui est fantastique. Je pense aussi qu'il y a un aspect qu'on n'a pas assez noté par rapport à ça. Je vous fais un peu le résumé pour parler si vous n'avez pas envie d'écouter, mais il y a aussi une métamorphose de l'équipe qui, à la base, est une équipe extrêmement défensive et qui devient en fait petit à petit une équipe offensive. Parce que justement, on essayait un peu de compenser. Et donc, on a fait venir, Mitchell est arrivé, était drafté, donc surtout pour l'attaque. On a remplacé tout ce qui était George Hill, Ricky Rubio par des profils beaucoup plus offensifs, notamment Mike Conley. Et puis on regarde autour, ça défendait pas des masses. Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, etc., etc. Donc, bref, sans même aller à chaque fois faire du cas par cas ou aller justifier ou expliquer, on peut aussi voir que, mine de rien, les scores défensifs, même face à des équipes d'élite, genre Golden State, Houston, etc., en fait, les scores défensifs n'étaient pas si mal que ça. Et c'est l'attaque qui pêchait, dans un premier temps, parce que le potentiel offensif était beaucoup trop limité sur ces premières années du Jazz. Donc finalement, en fait, paradoxalement, la défense, elle tenait bien, mais pas l'attaque. Et puis donc ensuite, quand l'attaque est devenue meilleure, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Et oui, Gobert ne pouvait pas à la fois faire la rotation au panier et ensuite la rotation qui couvrait sa propre aide. Et donc ça, c'est l'histoire de la série contre les Clippers 2021. Mais voilà, je vais pas refaire tout le refrain, mais par contre, juste pour ajouter un truc qu'on n'avait pas dit il y a 2 ans, mais parce que ça s'était pas passé, mais rien que sur 2024, par exemple, vous voyez, 2024, les chiffres au niveau des playoffs, notamment sur cet aspect, est-ce qu'il est utile en playoffs ou pas? Parce que c'était littéralement ça, la conversation de Théo Pinson et de Derek Lively. Et donc, Rudy Gobert, 2024, les playoffs. Rudy Gobert a un on-off de plus 22,6 sur ses playoffs 2024. Plus 22,6 points de différentiel attaque-défense par 100 possessions, évidemment. Donc le différentiel, évidemment, pas le prendre au premier degré, pas le prendre au pied de la lettre, ce chiffre-là, et ne pas le comparer surtout avec des chiffres de saison régulière. Bien sûr, parce qu'on est sur des échantillons beaucoup plus petits, donc plus l'échantillon est petit, plus ça peut aller péter très haut ou très bas, évidemment. Mais voilà, pour vous dire aussi, pour situer, si on prend au minimum 300 minutes sur ces playoffs NBA, ce qui est pas assez pour dire, pour prendre au pied de la lettre le chiffre, mais ce qui est au moins un premier filtrage, au moins, c'est 3e de NBA. 3e meilleur différentiel attaque-défense de ces playoffs 2024 parmi les gros minutages. Donc, déjà, on voit que sur ce côté, il n'aurait pas dû jouer. Pas tellement, quoi. Pas tellement. Et pour le coup, on peut argumenter que peut-être les chiffres au premier tour ont un peu fait booster le tout. Ok, mais le premier tour, il est pas si... il y a quand même des matchs accrochés, et puis même, c'est 4 matchs au final. Donc, ok, mais de l'autre côté, on a quand même, après 2 séries extrêmement disputées, mais je veux dire, 4 matchs sur... Il en a fait combien? 4 plus 7 plus 5, ça fait combien? Ça fait 12... sur 16 matchs de playoff. Voilà, 4 petits matchs contre les Suns n'ont pas pu enfler ces totaux à ce point, rien qu'à eux seuls, je veux dire. Mais bon, déjà, ça répond un peu à cette interrogation de est-ce qu'il aurait dû être sur le terrain ou pas. De l'autre côté, c'est vrai que quelle est aussi la règle des on-off? C'est les on-off, on met tout à la poubelle. On regarde les on-off offensifs que pour les stars offensives et les on-off défensifs que pour les pivots. Parce que sinon, en fait, la corrélation entre la performance de l'individu et le chiffre n'est pas assez grand. Je vais pas vous refaire le podcast de 3 heures sur Wembanyama, mais si ça vous intéresse. Mais voilà, les on-off, c'est un peu ça le problème. Mais premièrement, je voulais quand même citer le on-off général parce qu'on voit que, non, pas tant que ça, mine de rien. Le côté, le malus offensif, finalement, pas tant que ça. En tout cas, ça a pu exister, mais sur quelques possessions, sur pas mal de possessions même. Mais au final, on n'est pas tant que ça sur un malus. D'ailleurs, rien que le on-off offensif, il est à plus 14. Donc c'est un excellentissime score. Là encore, attention, parce que plus 14, c'est pas dû à lui. C'est aussi dû aux gens qui sont autour. Forcément, les on-off offensifs, qui sont les moteurs derrière ça, ce sont les stars, c'est plein de choses. Donc le chiffre, il veut rien dire pour lui, si ce n'est que
si ce n'est que c'est pas un négatif. On n'a pas, genre, quand il est sur le terrain versus quand il ne l'est pas, on aurait un chiffre de on-off qui serait nul ou négatif. Non, on n'a pas ça. Donc c'est pour ça un peu que je le cite. Mais donc surtout, quel est le on-off pertinent, on va dire, pour Gobert? C'est la défense, évidemment, où on a un score de moins 8,5 points par 100 possessions infligées. Donc pour la défense, avoir du moins, c'est bien, souvenez-vous. Donc moins 8,5 de différentiel, enfin de on-off défensif pour Rudy Gobert. Là encore, c'est parmi les tout meilleurs de NBA sur ces playoffs. C'est un score d'élite, assez clairement. Donc voilà, rien que sur cet aspect de différentiel avec et sans, on arrive à invalider totalement cet argument de il n'aurait pas dû jouer. Et d'ailleurs, point intéressant aussi, vous savez que les on-off, l'autre défaut, c'est que ça dépend aussi de qui est ton backup, finalement. Parce que tu peux être deux joueurs qui ont le même niveau, mais l'un il a un bon backup et l'autre un très mauvais backup. Celui qui a un très mauvais backup, il va avoir un on-off, un différentiel avec et sans qui va être génial, parce que l'autre, son backup, son remplaçant, est très mauvais. Alors que le même joueur, même niveau, mais qui a un backup compétent, il va avoir un on-off, un différentiel avec et sans lui, pas si grand que ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que non seulement Gobert a des excellentissimes on-off sur ses playoffs, mais en plus, donc, on a aussi le fait que Minnesota, on ne peut pas dire qu'il y a des mauvais backups. Même, c'est l'inverse, c'est peut-être le meilleur secteur intérieur de toute la NBA, donc avec Naz Reid, évidemment, mais même quand il est pas sur le terrain, il y a à la fois Naz Reid et Towns aussi, je veux dire. Et même quand les rares cas où il n'y avait pas les deux ensemble, il y avait aussi Kyle Anderson, mais bref, il n'y a pas trop l'argument de oui, mais Gobert, il a des on-off parce qu'il a un mauvais backup. Non, ça, on l'a même pas. Donc ça vient un peu solidifier cet aspect d'impact en playoff 2024, en tout cas. Et là encore, je cite les chiffres, mais voilà, c'est pour des gens qui n'ont pas envie de se plonger dans la tactique possession après possession. Si ça vous intéresse, on l'a quand même beaucoup fait sur la chaîne YouTube, donc allez voir un peu tout ça. Mais voilà, ça, c'est les chiffres qui viennent un peu compter pour ceux qui n'ont pas envie de compter à l'œil nu les possessions et l'aspect tactique, mais c'est pas deux mondes différents. C'est le même monde, stats et tactique. Et puis donc le troisième point que Jérémy développait dans son article et qu'on avait aussi développé dans le podcast, du coup, c'était, donc je reprends, le premier, c'est trop limité en attaque, c'est pour ça qu'on l'aime pas trop, Rudy Gobert. Le deuxième, c'est l'apport en playoff qui était pas top. Et donc le troisième, c'était la défense. Et notamment la défense, c'est l'aspect il souffre contre les meilleurs pivots de NBA. Et là-dessus, je peux un peu rattraper aussi ce que disait Shaq, pour le coup, non pas en termes de valeur d'analyse, mais au moins en termes de marqueurs et de prise de température de l'opinion publique et donc de certains consultant. Et Shaq dit aussi, pour moi, la défense, c'est être capable d'arrêter ton mec en 1 contre 1. Et donc, notamment, essaye juste de limiter, notamment, Jokic à moins de 15 points. Et là, je serais satisfait. Donc, je reprends. Pour moi, la défense, c'est être capable d'arrêter quelqu'un en 1 contre 1. Et donc, c'est un peu là-dessus où j'ai envie de dire, c'est bien que ce soit ça pour toi, mais c'est pas ça en vrai. En tout cas, c'est plus ça. Et c'est aussi là-dessus où je pense que, bon, voilà, il y a une difficulté, c'est qu'on a vécu plutôt, une évolution de jeu qui a été assez extraordinaire en 15 ans. À peine 15-20 ans, le jeu est plus du tout pareil. Et vraiment, on a presque changé de sport. J'exagère un peu, mais c'est pour faire passer l'idée. Donc c'est vrai que on a aussi ce truc où les consultants d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont été joueurs il y a 10, 15, 20 ans, ou peut-être même un peu plus, et qui du coup, s'ils se mettent pas à la page, sont pas forcément... un peu, s'ils n'ont pas bossé, s'ils n'ont pas vraiment analyse tactique, suivre les tendances, etc., mais juste un peu se reposer sur leurs acquis, leurs connaissances d'avant, c'est vrai qu'on peut arriver à un peu des inepties, quoi. Et là, en l'occurrence, Shaq qui dit la défense, c'est surtout du 1 contre 1, j'ai envie de te dire, oui, si tu veux, et à l'époque, oui, mais c'est plus le cas aujourd'hui, quoi. Et c'est aussi là-dessus où, effectivement, je pense qu'en fait, il y a plein de points qu'on peut décliner là-dessus et qu'on avait fait sur le podcast, mais juste pour le décliner à la sauce des playoffs 2024 aussi, on a cet aspect où la défense de 1 contre 1 n'est plus à ce point importante parce que on n'attaque plus par 1 contre 1 et au niveau du post-up, je veux dire, et au niveau des pivots. Donc, on n'a plus du tout cette attaque importante de par le post-up, donc il n'y a plus besoin de ça. Par contre, il y a de plus en plus d'espace, donc il faut savoir dompter cet espace. Et donc, c'est là où la défense off-ball, la défense collective, le balayage off-ball est d'autant plus important, pour le coup. Plus aussi l'aspect de défense du pick and roll, et évidemment, ça depuis aussi longtemps que la défense off-ball, mais voilà, l'explosion du pick and roll dès les années mi-2000, mais surtout 2010, fait qu'on a eu des requis aussi de défense de pick and roll qui sont très très loin de ce que pouvait faire le Shaq ou ce qui pouvait se faire au début 2000, 90, 80, etc., etc. D'ailleurs, là encore, mais Shaquille O'Neal à son époque, tout le monde faisait ce qu'on appelle du edge and recover, donc on monte au niveau de l'écran et puis on revient sur son attaquant.
Voilà, c'était même pas du edge agressif, hein, même pas du hard edge, hein, vraiment juste je monte au niveau de l'écran, j'arrête le porteur de balle et puis je reviens vite vers mon propre intérieur. Et ça me fait penser à cette séquence un peu mythique, mais pour le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que Shaq il comprend pas pourquoi ça switch, et donc on a en plateau Dwayne Wade qui est quand même un peu plus récent, Dwayne Wade et Candace Parker qui sont obligés de lui expliquer, ben non, en fait, lui il dit, mais je comprends pas pourquoi ça fait pas du edge and recover et tout, et Candace Parker et Dwayne Wade qui dit, ben non, mais en fait tu peux pas, parce que les mécanismes, etc., quoi. Donc c'est aussi là-dessus où bon, par rapport à ce genre de consultants qui disent la défense de Gobert, elle est pas du niveau d'avant, j'ai envie de dire oui, oui, mais en même temps, c'est plus aussi important parce que c'est plus aussi fréquent. Donc, tu peux très bien être le meilleur défenseur intérieur de NBA, mais sans avoir le niveau de post-up stopper comme avant. Parce que pour être le meilleur aujourd'hui en NBA, il faut surtout dominer pick and roll et défense off-ball, hein, tout ce qui est protection de panier, défense collective, les rotations, etc., etc. Deuxièmement, même si tu voulais, et même face à des gens qui attaquent pour de vrai en post-up, c'est plus rare, mais ça arrive, c'est beaucoup plus difficile de le faire parce que les règles ne sont pas pareilles. En termes de l'arbitrage n'est pas pareil, par exemple, l'espace n'est pas pareil. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a eu de nouveau l'émergence de Jokic et Embiid. Au-delà du creux générationnel, on a aussi le fait que y a plus d'espace aujourd'hui qu'on en a eu pendant longtemps. La révolution du 3 points, elle est aussi arrivée parce qu'on a besoin d'espace, parce que autorisation de défense de zone début 2000, et donc c'était plus possible parce qu'il n'y a plus d'espace, quoi. Donc bref, ça plus le creux générationnel aussi. Mais voilà, c'est aussi une conséquence du jeu. Là, je peux vous renvoyer vers le podcast qu'on a fait avec Antoine sur l'évolution du poste de pivot, etc. C'est sur la chaîne YouTube, je l'ai reposté il y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a un mois. Mais voilà, on va dire que si vous prenez Ben Wallace, vous le mettez dans le jeu d'aujourd'hui, et vous le demandez de défendre le post-up de Jokic ou de Embiid dans le jeu d'aujourd'hui, bon, franchement, il aurait plus de difficultés qu'en 2004, en fait. Parce que l'arbitrage est différent, le contact est différent, l'espace autour est différent. Enfin, il y a plein de paramètres. Donc, il y a ça. Premièrement, le post-up n'est pas aussi fréquent, donc pas aussi important. En termes de, tu peux être le meilleur sans forcément faire que ça, parce qu'on est plus sur les standards de 94 ou 2004, premièrement. Deuxièmement, la défense du post-up est aussi plus dure, pour le coup, parce que le contexte est très différent. Et puis, troisièmement, et c'est un peu ce qu'on avait développé, ça, pour le coup, avec Jérémy, et ce qu'on fait souvent aussi quand on parle de scouting et de jeunes joueurs, mais ok, ils peuvent pas, Rudy Gobert n'arrive pas à stopper Embiid ou Jokic. Mais en même temps, qui le peut? C'est là aussi où il faut se rendre compte de ça, c'est-à-dire que un peu le rêve de oui, mais à l'ancienne, comme il dit, hein, moi si tu veux m'impressionner, tu tiens Jokic en dessous des 15 points de moyenne, enfin c'est pas possible, quoi. Et en fait, personne ne peut les stopper. C'est un peu comme ça me fait penser à la conversation de non, Wembanyama peut pas jouer 5 parce qu'il est trop fin et que donc il subirait trop les contacts, il pourrait pas tenir en 1 contre 1 Jokic ou Embiid, mais en fait personne ne peut les tenir. Et même pas le meilleur défenseur de NBA. Aussi pourquoi? Parce que en fait les stoppers de post-up ça n'existe plus. Et pas parce qu'on les produit pas, c'est parce que c'est trop compliqué. Vous avez bien vu à quel point Embiid notamment en termes de lancer franc et de puissance, c'est pas possible. On peut les freiner, hein, mais on peut pas les stopper. Et Jokic, c'est l'autre côté, c'est-à-dire que Jokic, si tu fais des prises à deux ou quoi que ce soit, en fait, t'es puni, quoi. Il y a la notion de passing qui est hyper importante et qu'on n'avait pas forcément autant non plus dans le jeu, beaucoup plus avec moins de mouvement, pardon. Avant le post-up, c'était un truc de duel, quoi, avant. Alors que là, avec le passing de Jokic, bon, voilà, soit vous laissez un contre 1 et avec les règles actuelles, vous pouvez pas trop avoir de contact et donc il score, soit vous faites une prise à deux et puis il y a une passe et puis vous êtes mort, quoi. Donc bref, l'aspect de il souffre contre les meilleurs pivots de NBA, c'est vrai. Et en même temps, est-ce qu'il existe des gens qui ne souffrent pas? Non. Et est-ce que ça l'empêche d'être pourtant le meilleur défenseur de NBA? Ben non, je pense pas, parce que c'est pas le critère principal. Le critère principal n'est pas ça. Pour être le meilleur défenseur intérieur de NBA, c'est protéger le panier, c'est la zone la plus rentable. Et donc, comment protéger le panier dans ce jeu où il y a de l'espace de plus en plus grand? Il faut savoir gérer cet espace, et donc c'est le balayage, off-ball, la dissuasion aussi, etc., etc. Et donc, c'est là-dessus où on peut raccrocher aussi le wagon des playoffs 2024 avec notamment une campagne de playoffs qui était jusqu'en finale de conférence donc pour Rudy Gobert et qui a été extrêmement intéressante, je trouve, vis-à-vis de
je vais pas appeler ça une différence entre le traitement et la réalité tactique non plus, mais disons qu'il y a une certaine forme d'incompréhension sur 2 séries en particulier, 2 séries extrêmement intéressantes, peut-être parmi les 2 meilleures de ces playoffs évidemment, donc contre Denver en demi-finale de conférence et la finale de conférence contre Dallas. Et en plus, c'est intéressant de revenir dessus parce que, en effet, on a 2 séries où le Gobert a été un peu critiqué pour 2 aspects différents. Donc le premier Denver, c'est par rapport au post-up dont on vient de parler, le post-up, le 1 contre 1, le duel, grosso modo. Et la deuxième série, c'était par rapport au pick and roll. Et là encore, c'est vrai que pick and roll, il est censé être bon, Rudy Gobert. Et pourtant Minnesota a souffert, donc on va un peu essayer de parler de ça. Et bon, déjà, premièrement, par rapport à Denver, c'est vrai que cette question du post-up et cette question de défendre Nikola Jokic, là encore, je peux comprendre, hein, mais c'est vrai que pour beaucoup, je trouve qu'on est un peu resté sur des standards d'avant, justement. Non seulement les standards d'avant en termes de qu'est-ce qu'on peut réellement attendre en termes de performance face à Jokic, c'est-à-dire on l'a développé, hein, mais arbitrage, l'espace, le passing, etc. C'est quand même très compliqué de défendre le post-up en 2024 face en plus à un des meilleurs joueurs de l'histoire comparé à ce qui était autorisé de faire il y a quelques années, quelques décennies même, on peut dire. Mais même, je trouve que on a aussi parfois quelques pensées archaïques sur comment est-ce qu'on organise une défense. Et donc, en fait, concrètement, de quoi je parle? Je parle surtout de tout ce qui est la bataille des match-up. Bon, pardon, hein, si vous avez suivi tous les épisodes des playoffs, vous êtes au courant un peu de ce qui s'est passé, parce qu'on en parlait tactiquement match après match. Mais c'est vrai que sur cet aspect-là, je trouve qu'on est là encore sur peut-être des attentes et des standards, en tout cas, un peu archaïques par rapport à ça. Alors que, en plus, ça fait quand même pas mal de temps que ça se fait. Hein. On va pouvoir citer des exemples de 2012, je pense. Mais il y a un peu cette notion de, bon, ben voilà, meilleur défenseur adverse doit être sur le meilleur attaquant adverse. Or, il se trouve que, en fait, pas tellement. Pas forcément, en tout cas. Parce que, justement, on n'est pas sur une NBA très simple, très simpliste de duel et pas grand-chose autour. On est aussi et surtout dans une NBA beaucoup plus complexe et où les équipes NBA ont réussi à dompter cet espace. Notamment, je parle en attaque, justement. Donc les défenses aussi, mais je veux dire, l'attaque aussi. Et on voit que, notamment, pourquoi est-ce que ça a bloqué pendant longtemps le post-up et quelle est la qualité un peu principale du post-up actuellement, en dehors du scoring. Mais c'est évidemment le passing aussi. Et donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il ne faut pas du tout voir le post-up et le 1 contre 1 comme un simple 1 contre 1 en soi, mais plutôt, il faut le voir comme un élément intégré dans une attaque qui peut être l'initiation de l'attaque. Donc parfois, c'est comme ça qu'on commence l'action et qu'on la finit, mais parfois, ça peut être aussi, c'est comme ça qu'on commence l'action, que le décalage est créé, et ensuite, le jeu va aller ailleurs et le ballon va tourner. Et à partir de ce premier décalage créé sur le post-up, on peut avoir un tir ouvert, on peut avoir un panier en fait. Il y a aussi cette notion, je pense, bien à prendre en compte. Et donc, c'est une fois qu'on a admis ça, une fois qu'on a cet élément que le post-up n'est pas qu'un post-up en soi, n'est pas qu'un 1 contre 1 qui existe dans sa propre réalité et détaché de tout autre, de tout ce qui se passe sur le terrain, c'est pas une chambre, une chambre vide où il y a que ça qui se passe. C'est un 1 contre 1 qui est intégré dans un jeu où il peut se passer plein de choses. C'est à partir de ça qu'on peut aussi comprendre un peu plus cette guerre des match-up, qui est un thème en NBA qu'on pourrait développer beaucoup plus. On va pas le faire aujourd'hui, mais qui est un truc assez dominant. Et là, on va parler que des intérieurs, mais qui peut être le cas pour tout. Et donc, notamment, premier élément, c'est pourquoi est-ce qu'on met pas Rudy Gobert sur Jokic? Voilà, première chose. Bon, ben ça, pour le coup, c'est assez simple à comprendre. C'est, en fait, on veut mettre Karl-Anthony Towns sur Jokic, mais pourquoi? Pour garder Gobert en aide, en fait. Garder en safety. En plus, il y avait cette opportunité, cette possibilité, parce que qui est-ce qui était sur le terrain en même temps que Jokic? C'était Aaron Gordon. Donc Gordon ne va pas être respecté à 3 points. Donc on peut mettre Gobert là-dessus sur Gordon, sachant qu'il peut l'abandonner, il peut aller aider sur le post-up. Et donc en fait, voilà, déjà on a ce premier élément de... c'est aussi pour ça qu'on a ça, qu'on n'a pas forcément Gobert, le meilleur défenseur adverse, sur le meilleur attaquant adverse. C'est parce que on veut aussi le garder en tant que joueur off-ball, en tant que aide, parce qu'il est aussi extrêmement efficace sur de l'aide, déjà, premier élément. Deuxième élément aussi, et c'est un peu induit, vous avez compris, mais parce qu'en fait, le but, c'est de créer un 2 contre 1. Le but, c'est vraiment de pas de défendre le post-up en 1 contre 1, donc Towns contre Jokic, ou alors Gobert contre Jokic. En l'occurrence, donc, avec Towns, c'était pas du tout un 1 contre 1. C'était un 2 contre 1. C'était justement Gobert qui allait abandonner à foison Aaron Gordon ou d'autres, Peyton Watson aussi parfois, pour venir aider sur le post-up. Donc, il y a cet élément qui est assez important.
sur pourquoi est-ce qu'on met pas le meilleur défenseur adverse sur le meilleur attaquant adverse. D'ailleurs, petite anecdote un peu historico-tactique, si ça vous dit, mais c'est déjà un peu ce qu'avait fait, totalement ce qu'avait fait à l'époque, c'était Scott Brooks du côté de OKC sur des finales de conférence. Je crois que ça devait être 2012 et pas 2014, mais peut-être aussi. Quoi, 14, il y avait déjà Steven Adams, mais non, c'était 2012 alors. Pourquoi est-ce qu'on avait d'un coup, on avait mis non pas Ibaka meilleur défenseur, mais on avait mis Perkins en défense de Tim Duncan. Bah, c'est pas parce qu'on préférait la défense au post-up de Perkins, pas forcément. C'est aussi que ça permettait donc d'avoir en premier rideau Perkins face à Tim Duncan, ok, et surtout en plus de déployer un Serge Ibaka en beaucoup plus bien meilleur défenseur off-ball, bien meilleur protecteur de panier, plus de volume, etc. En aide aussi. Donc, vous voyez que c'est pas nouveau, quoi. Là, on remonte à Scott Brooks contre Greg Popovich en 2012. Et des exemples comme ça, on peut en trouver assez régulièrement. D'ailleurs, autre petite anecdote, si vous voulez. Partons en NFL, et je crois que j'ai déjà raconté 2-3 fois cette anecdote, mais moi, elle me marque, et c'était un coup tactique un peu marquant de l'époque. Partons en NFL, et notamment chez les New England Patriots de Bill Belichick. Voilà, donc la dynastie à l'époque, maintenant les deux ils sont partis, mais la dynastie, le coach Belichick avec Tom Brady en quarterback, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc on est en 2019 notamment, c'est cette année que ça a beaucoup été utilisé, même si Belichick le fait depuis des années, hein. Ça pour le coup c'est un classique, mais parce que la défense en NFL est quand même plus complexe depuis plus longtemps. Mais bref, mais Belichick ce qu'il faisait, c'est qu'il avait un joueur qui s'appelait Stephen Gilmore. Et Stephen Gilmore, ça a été le défenseur de l'année en 2019, je crois, cette année-là donc. Mais surtout, c'était un des meilleurs cornerbacks de toute la NFL. Donc un cornerback, c'est les lignes extérieures, si vous voulez. C'est-à-dire vous avez les gros, les lignes de tranchée, là, les gros, c'est les defensive tackles. Vous avez les linebackers un peu derrière, un peu plus mobiles, mais tout de même assez costauds au cas où il faut aider sur le run. Et puis ensuite, à l'extérieur, vous avez safety, cornerback, etc. Bref, donc il a été élu défenseur de l'année. C'était le meilleur... ou un D, mais voilà, un truc d'élite en termes de toute la NFL sur la défense un peu extérieure. D'ailleurs, il a été élu défenseur de l'année et c'était le meilleur de son équipe, en tout cas. C'était le meilleur de son équipe. Et pourtant, Stephen Gilmore, Bill Belichick le mettait régulièrement sur le deuxième meilleur receveur adverse. C'est-à-dire que il le mettait quasiment jamais sur le meilleur receveur adverse, le meilleur attaquant adverse. Il le mettait sur le deuxième meilleur adverse. Mais alors, pourquoi est-ce que Belichick faisait ça ? C'est très simple, c'est une question de match-up et surtout d'optimisation de match-up et de quels sont les atouts que tu as entre les mains. Donc en l'occurrence, le meilleur receveur adverse, hein, ta première option d'équipe en attaque, ton meilleur receveur. Bon, de toute façon, Belichick préfère ce genre de qualité de receveur faire des prises à deux. Donc, il y aurait eu de toute façon une prise à deux. Mais donc, quel est l'intérêt de mettre ton meilleur receveur également dans une prise à deux ? Finalement, le raisonnement qui a été fait, c'est de dire, on va pas le mettre sur le meilleur, ou de toute façon, on fait une prise à deux avec un safety derrière, on va le mettre sur le deuxième meilleur adverse, et donc, comme ça, on le laisse tout seul. Vraiment, on le laisse tout seul. Et donc, lui, à lui seul, peut éteindre, entre guillemets, hein, le deuxième meilleur receveur adverse, et le premier. Le premier aussi, il est un peu éteint, en tout cas dans la théorie, parce qu'on fait une prise à deux avec lui. Donc, on a un peu cette idée qu'on peut se permettre de mettre un défenseur moins fort face au meilleur attaquant adverse, parce qu'en fait, il est moins fort que ce qu'on a par ailleurs, Gilmore, Stephen Gilmore. Il est moins fort, mais en même temps, il a une prise à deux derrière. Donc, c'est pas totalement un contre un. Et là encore, si on avait mis Gilmore dans cette prise à deux, ça veut dire que, ok, on aurait été très très fort là-dessus, sur ce premier receveur, cette première option d'équipe. Par contre, le deuxième meilleur receveur de l'équipe adverse, il aurait eu la vie un peu plus facile parce qu'il aurait dû affronter un cornerback un peu moins fort. Alors que là, non. Là, c'est prise à deux, et de l'autre côté, Stephen Gilmore qui, à lui seul, sans aide, sans rien, à lui seul, voilà, c'est un des meilleurs de toute la NFL et le meilleur de son équipe, à lui seul, on lui fait confiance, il peut arriver à tenir, sans aide, sans rien, le deuxième meilleur adverse. Et donc, vous voyez que comme ça, en fait, c'est un simple jeu de match-up qui permet une optimisation totale de comment est-ce qu'on défend. Et une optimisation qui permet de défendre bien et le premier et la deuxième option aussi. Donc bref, petite anecdote en passant, mais c'est vrai que c'est quand même un peu l'idée de ce jeu de match-up qui est hyper présent en NBA. Comme dit Scott Brooks à OKC, il le faisait déjà contre Tim Duncan en playoff 2012, Kendrick Perkins et Ibaka. Donc bref, c'est un peu là-dessus où je pense qu'il faut avoir conscience de ce jeu des match-up. Et pourquoi est-ce que ce jeu des match-up est à ce point important ? C'est parce que il ne faut pas concevoir le 1 contre 1 comme simplement dans son coin et décorrélé de tout le jeu adverse. Là, vous voyez que notamment, quand on prend l'exemple de Belichick et de Stephen Gilmore à l'époque, le but, on avait aussi cette valeur de
bah, toi, tu es capable de tenir en 1 contre 1, ce qui nous permet, nous, d'organiser un peu la défense autrement, parce qu'on n'a pas un nombre de défenseurs illimité, donc il faut un peu compter qui est-ce qu'on fait aider où, qui est-ce qu'on met sur où, et donc, en fait, la puissance et la valeur qu'avait Gilmore de pouvoir tenir des deuxièmes options d'équipe, certes, c'était pas la première, mais c'est quand même la deuxième, donc c'est quand même assez fort, mais surtout de le tenir tout seul, en fait, ça permettait qu'on puisse déployer des prises à deux ailleurs et qu'on crée un surnombre soit au niveau de la ligne, soit au niveau d'un autre receveur, etc., etc. Donc c'est aussi en ce sens où je parle de voir ça de manière plus complexe et bien inclus dans le jeu. Donc là, on va arriver aussi au moment où, en effet, Gobert a lui-même tenu Jokic un peu tout seul. Mais vous voyez que en fait, c'est un truc assez global. C'est pas que du duel, séparé de à toi, à moi, et puis il n'y a aucune connexion entre rien. Il y a plein d'implications en fait. Et surtout aujourd'hui, avec autant d'espace, avec d'aussi bons passeurs comme Jokic en termes de post-up, bon ben voilà, quand tu fais de Z, il faut être prêt aussi à compenser derrière, quoi, parce que c'est du top passing qui peut créer le décalage, ensuite on crée à partir de ça, etc. etc. Donc voilà, on a l'exemple de Belichick en NFL si vous voulez, mais il y a des tonnes hein, comme ça en NFL si vous vous intéressez un peu à la tactique, c'est passionnant de ce point de vue-là, ce sport-là, mais ça se traduit assez bien. Et d'ailleurs, au passage, c'est paradoxalement, c'est une stratégie que, j'y pense que maintenant, pardon, interruption des programmes, mais une stratégie qui a déjà été utilisée en NBA, devinez par qui? Par le coach de Rudy Gobert, à l'époque. C'était une stratégie qu'on avait vue durant la fameuse série Utah contre les Clippers en 2021. Vous savez, là, c'est non pas la finale de conf. Non, demi-finale de conf, mais non, parce qu'il y avait Phoenix. Donc, demi-finale de conf entre Utah et les Clippers en 2021, avant la blessure de Kawhi Leonard. Quinn Snyder, donc le coach du Jazz, le coach de Rudy Gobert à l'époque, Quinn Snyder a totalement piqué cette stratégie pour l'appliquer en NBA. Il a piqué ça à Bill Belichick, et donc, notamment, qu'est-ce qu'on faisait du côté du Jazz? En fait, le meilleur défenseur extérieur, c'était Royce O'Neal, ok? Et derrière, c'était un peu plus compliqué. Niveau défense on-ball, hein, c'était Bojan Bogdanovic qui est catastrophique off-ball, enfin en tout cas assez mauvais off-ball, mais on-ball, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas top. Et qu'est-ce qu'on avait en face? On avait Kawhi Leonard, pas encore blessé, il se blessera plus tard dans la série. Donc Kawhi Leonard, première option d'attaque évidemment merveilleux, et Paul George. Et donc, qu'est-ce qu'avait fait Quinn Snyder? C'était pas de mettre forcément son meilleur défenseur sur le meilleur attaquant adverse, donc pas de mettre Royce O'Neal sur Kawhi Leonard, mais plutôt de faire comme Bill Belichick, c'est-à-dire Royce O'Neal, le meilleur défenseur, non pas sur Kawhi, mais sur Paul George, et de l'autre côté, Kawhi Leonard était défendu par Bojan Bogdanovic, mais parce qu'en fait, c'était un 2 contre 1. Et c'était un 2 contre 1 avec une aide de Gobert derrière, donc voilà, c'était là encore ce jeu de match-up, et ce qui permettait à la fois d'avoir un 2 contre 1 sur Kawhi, donc a priori c'était plutôt couvert relativement en tout cas, et de l'autre côté, Paul George n'avait pas un peu autant de liberté qu'il aurait pu parce qu'il était défendu par le meilleur défenseur adverse. Donc à la fois la première option et la deuxième option de l'équipe étaient bien couverts, quoi, grosso modo. Donc voilà, vous voyez que cette stratégie a été utilisée notamment en NBA aussi par Quinn Snyder, mais il y aurait plein d'autres exemples comme ça qu'on pourrait citer. Donc voilà, sur ce jeu de match-up, c'est un peu ça l'idée, c'est on n'est pas forcément ce mythe de il faut mettre le meilleur attaquant, enfin le meilleur défenseur sur le meilleur attaquant adverse. Bah non, pas forcément. Pas forcément, parce que selon comment est-ce que tu arrives à bouger tes pièces et à utiliser tes pièces, ça peut te permettre de faire plein d'autres choses en parallèle, de jouer un peu avec ces match-ups. Donc c'est ce qui s'est passé dans un premier temps avec cette série contre Minnesota. C'est-à-dire, on met Towns sur Jokic plus Gobert en aide. Donc c'est aussi là-dessus où je pense que vous avez vu sans doute tourner un peu des trucs, mais les comparaisons les stats de Towns versus Jokic comparé au stade de Gobert contre Jokic, c'est très peu flatteur par rapport à Gobert. Voilà, enfin, j'ai très mal dit, pardon, mais grosso modo, Karl Anthony Towns s'en était quand même plutôt pas mal sorti, même mieux que Rudy Gobert contre Jokic, quoi. Et sauf qu'en fait, il faisait pas le même métier. C'est-à-dire qu'il y en avait un, c'était un 2 contre 1, clair et net, hein, vraiment un 2 contre 1 avec en premier rideau Towns plus une aide derrière de Gobert, ok. Et puis de l'autre côté, quand Gobert était sur Jokic, là par contre, on était sur du pur et du strict 1 contre 1. C'était aussi toute la valeur comme on dit avec Stephen Gilmore, c'est aussi la valeur d'avoir un mec qui est capable de tenir relativement, capable de tenir un peu tout seul en 1 contre 1, c'est que ça permet aussi une valeur sur le reste on n'a pas besoin de venir aider, ou on peut laisser des mecs ailleurs, on peut faire des prises à deux ailleurs, dans le cas de la NFL de Bill Belichick, mais là dans le cas de Minnesota, l'idée c'était sur le début de série, en tout cas sur les 4 premiers matchs, et même 5, de dire en fait, dès qu'on a Gobert, on n'aide pas, et comme ça on laisse en 1 contre 1, et puis
Voilà, lui, il est assez bon, il est suffisamment bon pour non pas le stopper, mais assez relativement, assez le freiner assez, pardon, plutôt, j'arrive plus à parler, le freiner juste assez. Donc, on n'aide pas. Alors que de l'autre côté, Towns, non. Towns, ben non, on peut pas le laisser un contre un. Ce serait pas rentable, contrairement à Gobert qui lui, tout seul, peut tenir un peu plus. Mais Towns, non. Donc Towns, on vient aider. Donc voilà, on pratiquait pas du tout le même métier en fait. Donc les stats sont incomparables. Après, il y a aussi le fait que bah voilà, c'est Nikola Jokic, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire et donc notamment ce qui avait beaucoup fait de bruit, c'était le fameux match 5 en fait où on a bien vu que au match 5 les Wolves étaient beaucoup plus enclins à laisser soit un contre un dès le départ, donc à faire le match-up Gobert contre Jokic plutôt qu'en début de série où il cherchait un peu à l'éviter et plutôt à optimiser avec un 2 contre 1. Mais bref, donc match 5, on était parti sur un peu sur beaucoup de 1 contre 1 Gobert contre Jokic. Et en effet, on est tombé sur un des meilleurs matchs individuels de ces playoffs, voire même de ces dernières années, avec un récital de Jokic contre Gobert. Et forcément, ça a beaucoup marqué les esprits. Mais voilà, ça fait aussi partie du jeu, quoi. C'est-à-dire que oui, de manière générale, et en tout cas c'est un peu la théorie, c'est un peu l'idée, il est capable de le freiner juste assez pour que derrière on n'ait pas besoin de faire aucune aide. Bon bah si tu tombes contre le match où un des meilleurs attaquants de toute l'histoire de la NBA est en feu et place n'importe quel move, bon bah t'y peux rien quoi. Donc mais je peux comprendre hein, que ça a un peu marqué les esprits, mais bon faut pas non plus trop en faire vu le niveau de difficulté de défendre le post-up dans la NBA d'aujourd'hui, vu le fait que les schémas c'était aussi de le laisser tout seul. Là encore, petite anecdote que je vais piquer à Antoine plutôt que je vais lui rendre hommage. Antoine Tartrou, vous savez, qui nous cite toujours ce truc de le fameux duel Olajuwon contre David Robinson. On en parle toujours comme ouais, Olajuwon il a éclaté David Robinson alors qu'en face c'était pas pareil. Bon, parce que ce que rappelle Antoine aussi à chaque fois, et je crois que c'était Mike Prada qui l'avait bien développé aussi dans un article ou une vidéo, je sais plus, mais que en fait quand on regarde le match, et ça a été un peu perdu dans les annales malheureusement, et c'est pas dans les mémoires, mais quand on regarde le match en fait, Olajuwon il reste en 1 contre 1, les schémas des Spurs c'est de pas faire de prise à 2, alors que les schémas des Rockets au poste bas c'était de faire des prises à 2. Donc Robinson, dès qu'il était en post-up, il devait lâcher la balle parce que prise à 2 sur lui. Alors que la stratégie des Spurs, ça avait été de laisser en 1 contre 1, de ne pas faire de prise à 2 parce que les Rockets avaient un bon spacing à l'époque, hein, en 95 du coup. Beaucoup de shooters, donc on faisait pas de prise à 2 pour pas être puni. Mais donc ça a permis de laisser en 1 contre 1 Olajuwon et donc ça a permis de faire ce truc quoi. Donc bref, c'est un peu. Même là, vous voyez qu'on on a un truc un peu plus complexe, un peu plus élaboré que simplement du duel, du 1 contre 1, et puis c'est tout quoi, finalement. Donc voilà, ça c'est en tout cas la stratégie des Wolves. D'ailleurs, au passage, on se moque un peu de ça. Beaucoup de monde s'est un peu moqué de ça. Bon, comme dit, premièrement, tu tombes sur un Jokic en feu, match 5 des demi-finales de conf. Bon, voilà, c'est comme ça, tu peux rien faire, quoi. Je veux dire, c'est pas déshonorant, ok. Et puis, deuxièmement, c'est marrant qu'on se moque de ça, alors que moi, j'ai entendu beaucoup de monde réclamer ça en finale NBA. C'est-à-dire, il y avait le fameux non, mais il faut pas faire d'aide sur Luka Doncic et sur Irving, il faut les laisser scorer un contre un, et même s'ils te mettent 60 points chacun, en fait c'est bien parce que ça permet de pas faire d'aide, ça permet de couper totalement leur playmaking, leur création de jeu, etc. etc. Ça a été littéralement réclamé en finale NBA 2 semaines plus tard. Ça a été réclamé, ça a été beaucoup de monde ont dit qu'il s'est passé comme ça. Bon, on l'a détaillé, nous, on a fait un décryptage vidéo de chaque match NBA. On a fait 8 heures de décryptage vidéo, 8 heures littéralement. Vous avez bien vu que c'était pas le cas, c'était pas totalement le cas, c'était pas aussi caricatural. Mais il y avait tout de même un peu cette idée parfois on essaie un peu de limiter nos aides pour justement laisser en 1 contre 1. Et surtout, la nuance, c'était, le point important, c'est on laisse Doncic ou Irving en 1 contre 1. Et c'est pas grave s'ils scorent beaucoup parce que ça permet de couper le jeu. Donc voilà, c'est un peu marrant parce que, premièrement, déjà, c'était pas totalement vrai. Hein, alors que pour le coup, Gobert contre Jokic, qui est en vrai 1 contre 1 tout seul, jusqu'au match 5 de la série, ça pour le coup, c'était vrai. Alors que Boston-Dallas, non, Boston a quand même aidé sur des isolations et pick and roll et les actions des 1 contre 1 de Doncic et Irving. Donc déjà, c'était pas totalement vrai. Mais en plus, même si c'était pas vrai, c'était un peu, c'était bien vu et bien vendu comme une bonne stratégie défensive. Par les fans, par les médias et par beaucoup de monde, quoi, finalement. Alors que, de la même façon, 2 semaines avant, on a Minnesota qui fait ça avec Gobert et Jokic, et ça marche pas, quoi. Et on dit c'est nul, quoi. On dit c'est nul parce qu'il sait pas tenir sur 1 contre 1, etc. Et puis, ouais, il a mis beaucoup de points, on retient beaucoup le fait qu'il a mis beaucoup de points. Voilà, c'est un peu paradoxal, c'est pas très cohérent, en tout cas, parce qu'on est vraiment sur le même cas de figure. Entre blâmer Gobert pour dire il n'arrive pas à tenir 1 contre 1 et pas voir un peu les avantages. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi pour pas aider et pour pas donner à Jokic plein d'ouverture pour son passing. Et de l'autre côté, 2 semaines plus tard, le fait de vanter ça, de vouloir faire ça pour Dallas, pour Boston face à Dallas, de dire on n'aide pas, on les laisse scorer à foison et c'est pas grave s'ils scorent 50 points, quoi. Bon, bref, ça c'était un peu
un peu rigolo. Et d'ailleurs, pour finir un peu sur ça, vous avez vu que la fin de série peut-être, mais la fin de série, même on y allait à fond. C'est-à-dire qu'on mettait Gobert sur Jokic, premièrement, et en plus on faisait des aides, parce que le match 5 avait beaucoup marqué. Et voilà un peu pour ce côté, la série contre Denver et la défense du post-up, le 1 contre 1. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une guerre de match-up qui est hyper importante et hyper précieuse, et parce que ça permet de faire plein de choses en fait. Et que non seulement de mettre certains match-up et donc pas forcément le meilleur défenseur sur le meilleur attaquant adverse, ça permet de déployer d'autres types de schémas qui peuvent être plus intéressants, premièrement. Deuxièmement, on a aussi le fait que Gobert a été capable alors jusqu'au match 5, mais sur pas mal de séquences, ça tenait quand même pas mal au niveau des 1 contre 1, et donc il y a aussi cette valeur du mec à qui on peut se dire on peut le laisser à 1 contre 1. Et ça, à mon avis, ça a été un peu incompris dans cette série contre Jokic. Et donc voilà pour la série contre Denver. Et donc, on en arrive, après le post-up, après le 1 contre 1, on en arrive à la série contre Dallas. Une série qui a été pliée assez rapidement par des Mavs, et une série surtout où, en effet, ce qui est beaucoup ressorti, c'est le fait que les Wolves ont été incapables de défendre le pick and roll avec Luka Doncic, et c'est comme ça que Dallas a totalement écrasé Minnesota. Et en un sens, oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Les Wolves ont beaucoup souffert en termes de défense face à Luka Doncic. Là encore, je vais répéter 2-3 trucs qu'on a déjà dit en playoff, si vous avez été fidèles pendant cette période, mais c'est important de les faire ressortir pour parler justement de ce biais du survivant, parce que c'est important aussi de noter pourquoi est-ce qu'on a une vision un peu tronquée, ou en tout cas pas forcément la bonne vision, et surtout à quel point est-ce que, paradoxalement, on est sorti d'une série de playoffs 2024, non, c'est pas la date qui compte, mais c'est le demi-finale de conférence contre Denver, où je pense que personne n'aurait pu faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire à la fois un secteur intérieur à ce point solide pour non pas stopper, mais limiter le plus possible Jokic, et un secteur extérieur pour totalement neutraliser, annihiler tout l'impact de Jamal Murray et d'autres sur pick and roll. Donc c'est assez unique ce qu'ils ont fait, et donc paradoxalement ils tombent contre eux, ce qui était le pire match-up possible pour eux en termes de fit et en termes de tactique. Et effectivement, je suis pas là pour vous dire ils n'ont pas souffert. Non, je suis pas là pour vous dire Gobert n'a pas souffert face au pick and roll. Je suis juste là pour expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à faire ça. Comment ça se fait que cette défense qui avait été donc à ce point unique et à ce point performante face à ce qu'on appelait à l'époque l'attaque ultime avec Jokic, pourquoi est-ce que le tour d'après ils se sont pris une gifle aussi monumentale? Et clairement pour moi, ce n'est pas, non pas qu'il a été fantastique ou voilà, mais ce n'est pas que de la faute de Gobert en fait. Il y a aussi une question de schéma, et même par rapport à Gobert lui-même, on pourrait nuancer ce truc-là, mais bref, allons-y. Mais alors, qu'est-ce que le biais du survivant? Puisque c'est quand même de ça dont on veut parler aujourd'hui, et je pense que c'est la bonne manière d'illustrer un peu tout ça. Le biais du survivant, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais pas être très original, je vais vous présenter un peu l'histoire classique qu'on présente à chaque fois, mais c'est celle des avions de la Seconde Guerre mondiale, et donc les avions de l'armée de Grande-Bretagne contre l'Allemagne, évidemment. Et donc ça part un peu de la problématique de comment est-ce qu'on doit renforcer nos avions. On a une bataille aérienne qui s'est opérée, les avions qui rentrent à bon port, les survivants en tout cas, et comment est-ce qu'on doit, à partir de ces données-là, comment est-ce qu'on doit renforcer ces avions pour que quand ils repartent au combat, on ait le plus de chances possible qu'ils reviennent de nouveau, quoi. Comment est-ce qu'on peut maximiser nos chances de survie et minimiser les chances d'être tué dans la bataille. Donc, à l'époque, je vous fais la version courte, mais à l'époque, on avait un statisticien qui s'appelait Abraham Wald, qui était un peu à la tête de ça, qui a mené une étude, et donc l'étude a démontré un truc assez contre-intuitif, pour le coup. Parce que c'est vrai que, imaginons des avions qui rentrent du combat, qui rentrent du champ de bataille, des avions de Grande-Bretagne, ils rentrent avec certaines parties d'avions, certaines parties qui sont criblées de balles. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire d'un point de vue très logique, très intuitif? On aurait envie de dire, il faut renforcer les parties de l'avion où il y a plein de trous de balles, en fait. Ça paraît en tout cas assez logique. C'est les parties abîmées, les parties qui sont criblées de balles, finalement, c'est là qu'il faut renforcer l'avion pour qu'il ait de meilleures chances de repartir au combat et de revenir. Or, évidemment, qu'est-ce qu'a démontré l'étude et qu'est-ce qu'a décidé de faire l'armée de Grande-Bretagne? C'est l'inverse, c'est-à-dire non pas de protéger et non pas de blinder avec des renforts supplémentaires, des armures supplémentaires en renforcement les parties criblées de balles, mais plutôt,
au contraire, de renforcer les parties qui étaient intactes. Et c'est vrai qu'en fait, le biais du survivant, très simplement, c'est en fait un biais d'échantillonnage, un biais de sélection, en fait, où on se base sur non pas un échantillon global et représentatif de tout un truc, mais seulement sur un échantillon beaucoup plus petit, beaucoup plus précis, et donc pas du tout représentatif. Donc là, en l'occurrence, la logique qui voudrait de dire il faut renforcer les parties qui ont été touchées par des balles, en fait, ce serait faire un raisonnement sur seulement une petite partie qui sont les survivants. Les avions qui ont survécu à la première bataille, ce serait se baser seulement là-dessus, sauf que ce serait une erreur parce que l'échantillon global, le vrai échantillon, c'est non pas les avions qui sont revenus du champ de bataille, mais tous les avions qui sont partis au champ de bataille. Et donc, notamment, quelle est un peu l'idée derrière ça, c'est que, de toute évidence, les avions qui ont survécu, ok, il y a des parties qui sont criblées de balles, mais de toute évidence, ça n'a pas été un type de dégât qui a été fatal, puisqu'ils sont devant nous, ils sont revenus du champ de bataille. Donc, ok, alors je dis n'importe quoi, imaginons c'est les ailes, le bout des ailes de l'avion qui a été criblé de balles. Bon, si on voit ce genre de trous dans les ailes parmi les avions qui ont survécu, c'est que le coup n'a pas été fatal. Ces parties-là de l'avion peuvent être endommagées, entre guillemets, sans que ça soit fatal pour l'avion, alors que, à l'inverse, pourquoi est-ce qu'on a choisi de renforcer les parties qui étaient revenues intactes ? Parce que justement, si ces parties sont intactes parmi les survivants, c'est que c'est peut-être cette partie-là, quand elle est touchée, que ça devient fatal. Et donc là, je dis n'importe quoi, mais ça peut être par exemple le corps même de l'avion, en plein milieu, je veux dire. Imaginons que c'est ça, la partie qui est intacte parmi les avions qui ont survécu. C'est peut-être que, justement, ils ont survécu peut-être parce que cette partie-là n'a pas été touchée. Et qu'à l'inverse, les avions qui ont été touchés à cet endroit-là, c'est eux qui, du coup, sont morts, en fait. Donc, cette idée de, finalement, on va renforcer la partie, paradoxalement ou pas, la partie qui est revenue intacte parmi ces avions, parce qu'en fait, il faut le lire à l'envers, entre guillemets. Il faut pas se dire, ah tiens, c'est là qu'il y a des balles, donc c'est là qu'il faut renforcer. Non. Si il y a des balles, il y a des trous de balles alors que l'avion est revenu, c'est que c'était pas un coup fatal, alors qu'à l'inverse, les parties intactes, c'est les parties intactes des survivants, alors que les parties intactes, c'est justement là où c'est là que se fait la décision en fait. C'est là où si tu te fais toucher, tu meurs, alors que si t'es pas touché, tu peux revenir quoi. Donc c'est un peu ça qui a motivé la décision de finalement faire ça quoi. À l'époque ils ont renforcé non pas les parties qui étaient touchées, mais les parties qui étaient intactes et pour les blinder, et comme ça permettait de maximiser les chances en fait d'avoir encore un grand nombre d'avions qui pouvaient repartir au champ de bataille et revenir une nouvelle fois. Donc voilà, ça c'est un peu l'exemple classique du biais du survivant, c'est par rapport à ça, par rapport à ces avions, et le fait d'étudier un certain type d'échantillon qui n'est pas un échantillon représentatif. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Souvent en NBA, quand on parle de ça, en tout cas pour ma part, souvent quand on évoque le biais du survivant, c'est en termes de scouting, ou en tout cas de développement de joueurs, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, un autre exemple de biais de survivant en NBA, c'est, Lillard, qui est un joueur qui a énormément progressé en termes de finition au panier. On prend l'exemple de Lillard, on se dit, regardez, Lillard, sa finition au panier en termes de drive, au début il était mauvais, et il a fini parmi les tout meilleurs de NBA. Bon, mais voilà, ça montre bien qu'on peut le faire. Mais non, là encore, c'est un biais du survivant, c'est-à-dire un biais de sélection, un biais d'échantillonnage, où on se concentre sur un seul, un micro-événement, en tout cas un échantillon très réduit de joueurs, donc en l'occurrence, mais surtout un échantillon qui n'est pas représentatif. Alors que si on prenait non pas seulement Lillard, mais l'ensemble des joueurs qui ont été draftés entre 2010 et 2015, ou même jusqu'à 2020, on verrait qu'il y aurait même pas 2% de joueurs qui ont été capables, même pas 1% même, de faire ce genre de progression absolument fantastique en termes de finition au panier. Et donc, la conclusion, si on regarde que Lillard, ce serait de dire, voyez, un mec qui l'a fait, donc on peut le faire, donc c'est possible. Alors que si on prenait un échantillon beaucoup plus représentatif de tous les prospects qui sont rentrés en NBA entre 2010 et 2020, et on regardait à quel point est-ce qu'ils ont progressé ou pas au niveau de la finition au panier en fin de drive, on verrait que non, c'est très très peu probable. Ce serait pas du tout les mêmes conclusions. Donc ça, c'est vrai que moi, c'est surtout en scouting que j'aime bien rappeler ce biais du survivant, mais on peut aussi le faire au niveau de la tactique, et c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, pour la série de playoffs contre les Mavs. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin, et la réflexion, elle doit être un peu plus complexe que simplement la défense de pick and roll avec Gobert à Prilo, il est mauvais, tout est nul, etc. Certes, la couverture a eu des défauts, certes elle a Prilo, mais en un sens,
il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a eu cette couverture alors que elle prenait l'eau. C'est ça aussi la réflexion qu'il faut avoir. Et donc c'est là-dessus où je pense que on raccroche un peu à ce biais de survivant et donc de ce biais de sélection, ce biais d'échantillonnage, où il ne faut pas juger que l'échantillon que ce qu'on a sous les yeux, que ce qu'on a eu sous les yeux. Il faut voir aussi le contexte plus global. Et donc notamment, l'analogie, c'est en termes de couverture de pick and roll. Pourquoi est-ce qu'on a eu à ce point beaucoup de drops de la part de Gobert en termes de couverture, c'est-à-dire rester bas par rapport au niveau des écrans, alors qu'on a vu que ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait soit en restant aussi bas, ça permettait à Doncic d'avancer, plutôt que si on le réceptionnait à la sortie de l'écran, on l'empêchait d'avancer. Donc il y avait ça, plus l'aspect où, en dehors des pénétrations qu'on autorise à Doncic, il y avait aussi l'aspect du alley-oop dans le dos de Gobert, quand Gobert justement montait un peu trop pour stopper Doncic dans son dos. Il y avait le alley-oop pour Gafford ou pour Lively qui était déverrouillé. Donc, enfin bref, cette couverture, elle a pris l'eau. Et donc, un peu pour faire une analogie, une métaphore, cette couverture qui prend l'eau, c'est un peu une partie de l'avion, le bout de l'aile de l'avion qui est criblé de balles. Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a continué à utiliser cette couverture-là en particulier alors qu'elle prenait l'eau et qu'elle était criblée de balles? Et parce qu'en fait, il faut aussi considérer toutes les autres options, à mon avis, qu'avait Minnesota, et on était sur, en fait, très simplement, la moins pire. C'était la moins pire des options défensives que de jouer comme ça. Encore une fois, hein, pour filer la métaphore peut-être, mais en vérité, la partie de l'avion, le bout de l'aile qui est criblé de balles, c'est le drop de Gobert sur pick and roll, ok. Et en fait, la partie qui était intacte, la partie qu'on n'a pas vu se faire maltraiter, la partie qu'on n'a pas vu se faire cribler de balles, les balles métaphoriques de Luka Doncic, c'est quoi? C'est du drop de Karl Anthony Towns, ou alors c'est du switch, en fait. Et pas que de Towns, mais de à peu près tout le monde. Et il faut aussi le voir comme ça. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu Towns souffrir, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu des schémas en switch all pratiqués contre Luka Doncic, et qu'on n'a pas vu donc Mike Conley, qu'on n'a pas vu Edwards, qu'on n'a pas vu Gobert, qu'on n'a pas vu Towns souffrir en isolation, en switch. C'est pour ça. En fait, ces couvertures-là, elles nous ont pas donné une impression à ce point d'être criblées de balles, de se faire autant mettre à mal. Mais pourquoi on les a pas vues? Mais parce qu'en fait, c'est les parties de l'avion où si elles étaient touchées, c'était fini, quoi, c'était fatal. Alors qu'en fait, oui, on a beaucoup vu le drop de Gobert. On l'a beaucoup vu, et en effet, il a pris cher, ok. En même temps, on l'a aussi beaucoup vu, non pas parce que c'était la pire, mais au contraire parce que c'était la moins pire. On a beaucoup vu cette couverture parce que c'était la meilleure en fait. Enfin la meilleure ou la moins pire si vous voulez. Mais en fait, c'est celle qui donnait le plus de chances de survivre, littéralement. C'est cette couverture qui aurait permis le plus de survivre. Et c'est pour ça que tout ce qui est, encore une fois, analogie avec les parties intactes de l'avion qui n'ont pas souffert, donc on n'y pense pas, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu des switches? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu beaucoup plus de Towns qui défendaient les pivots adverses? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu, plein de edge aussi, des edge hyper agressifs pour des prises à deux? On les a pas vus parce que c'était largement pire, ça aurait été largement pire. Oui, ça n'a pas été bien avec le drop, mais en fait, c'était paradoxalement le moins pire. C'était le dérapage contrôlé, en fait. C'était le truc qui offrait le plus de chances de survivre. Mais sauf qu'on a un peu la vision inverse, parce qu'on l'a vu, et on l'a vu être mis à mal, et donc on dit, c'est n'importe quoi, ça a été mis à mal, ça n'a pas marché du tout, c'était nul. Oui, mais en même temps, paradoxalement, c'était aussi le moins pire. Et c'est précisément pour ça qu'on n'a pas vu les autres beaucoup. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Towns défendre un pivot. Pour ça qu'on n'a pas vu Towns ou Gobert faire un switch sur l'intégralité. Je parle pas le fameux buzzer beater, mais sur l'intégralité de la série. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu, même des extérieurs, Mike Conley, Anthony Edwards et d'autres, faire des switches encore et encore sur Luka Doncic et faire un switch all et offrir des 1 contre 1. Parce que ça aurait été beaucoup trop rentable pour Doncic et pour Dallas. Donc il y a un peu cette inversion des valeurs, je trouve, parce que biais du survivant, si on considère seulement un échantillon particulier, donc le drop de Gobert, on se concentre là-dessus, on fait des conclusions qui sont pas les bonnes, de dire non, c'était nul, ils auraient dû faire autre chose, ça c'était trop nul. Oui, mais en fait, il faut prendre non pas que cet échantillon et l'intégralité des possibilités de Dallas, en fait, c'était la moins pire. Et donc c'était la moins pire, c'est pour ça qu'on l'a vu. C'est parce que c'était la moins pire. Et c'est pour ça qu'on l'a vu être mis à mal, paradoxalement. On l'a vu être mis à mal parce que c'était la plus utilisée, et donc c'était la plus utilisée parce que c'était la moins pire.
D'autres couvertures ont été beaucoup moins mis à mal, mais pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été utilisées, et elles n'ont pas été utilisées parce qu'elles auraient été largement pires en fait en termes de résultats. Vraiment, je pense qu'il y a un peu ce biais de sélection, ce biais du survivant, avec la manière dont on a de percevoir cette série, comment elle s'est déroulée. Oui, le drop, ça n'a pas trop marché, et Dallas a quand même pu mettre ça à mal. Mais il faut aussi se rendre compte de pourquoi est-ce qu'ils ont insisté avec ça. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, et c'était la moins pire des options. Tous les autres types de couverture, c'est, grosso modo, les parties intactes des avions survivants. C'est les parties qu'on n'a pas vues, on n'a pas vu tester. Et parce que si on les testait, c'était mort, quoi. Ça aurait été fatal comme coup. Alors que on a eu la chance, on a eu en tout cas la multitude d'occasions, de possibilités de voir le drop. Et donc on a vu tous ces balles qui ont criblé, cette partie-là de l'avion, parce que c'était le moins pire, et donc c'est celui qu'on a pu utiliser le plus. Et bon, bref, mettons un peu de côté cet aspect de biais de sélection, biais du survivant, qui à mon sens est assez parlant, même si j'espère que j'aurais été assez clair dans ma métaphore, mais je suis pas sûr d'avoir été assez clair. Mais il faut aussi expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a eu ça? Pourquoi est-ce que c'est la moins pire? Pourquoi est-ce que ça a été celle la plus utilisée? D'ailleurs, directement, on peut avancer d'un tour. Est-ce qu'on a vu pareil avec Boston? Ben non, on n'a pas vu du tout pareil. Notamment, qu'est-ce que Boston a fait? Boston n'a pas du tout mis Porzingis sur le pivot adverse. Boston a fait soit un switch all avec de postes 1 à 4, donc notamment le poste 4 qui était Tatum qui défendait le pivot, donc ça switchait ici le pick and roll 1-5, ça switchait, ou alors Doncic il attaquait quand même Porzingis, mais il le faisait avec Porzingis défendait quelqu'un qui n'était pas un pivot. Donc, on enlevait totalement cette menace de alley-oop dans le dos. Donc, Porzingis pouvait ne pas rester bas et monter peut-être un peu plus haut pour réceptionner Doncic et donc contenir un peu plus le drive. Alors que Gobert, il pouvait pas. Gobert, il était partagé en deux, il était déchiré en deux entre le alley-oop dans son dos d'une vraie menace de lob, Lively ou Gafford, rester relativement haut pour contenir le drive et pas trop le laisser pénétrer facilement. Voilà, Porzingis, il n'avait pas ça parce que Porzingis, il devait défendre un Derrick Jones Jr. Bon, il n'a pas à se soucier de la menace dans le dos. Mais de la même manière, de l'autre côté, le poste 4 qui était Tatum, en fait, il défendait le pivot, mais sauf que on peut se dire voilà, il suffisait que Doncic aille attaquer non pas Porzingis mais plutôt Tatum. Comme ça, on avait quand même ce pick and roll, lui le 1-5, enfin le pick and roll 1-5, lui et le pivot, donc le alley-oop. Mais en fait non, parce que très simplement ça switchait sur cet écran. Boston switchait sur ce pick and roll. Donc il n'y avait pas du tout cette menace de lob, il n'y avait pas de décalage du tout en fait qui était concédé. Donc ça switchait, on offrait le mismatch, et puis ensuite on travaillait avec des stunts pour rétrécir le terrain sur l'isolation, ensuite sur le switch, après le switch, je veux dire, des aides au panier, etc., etc. Bref, tous les mécanismes de la défense de Boston. Mais pourquoi est-ce que je développe un peu tout ça? C'est parce que vous voyez bien que ça, c'était impossible à faire à Minnesota. Notamment chez les Timberwolves, on avait deux maillons faibles qui étaient impossibles à switcher. Le premier, c'est Karl Anthony Towns, évidemment. Donc on pouvait pas jouer avec les match-ups, on pouvait pas switcher du tout en fait avec Towns. Donc premier élément. Et puis le deuxième, c'est également Mike Conley. Et ça aurait été, c'est facile a posteriori de se dire oui, mais il fallait se passer de Mike Conley qui est pas si important que ça. En vérité, si. En vérité, Conley était quand même une source d'attaque assez importante dans cette série pour les Wolves. Et pas que dans cette série, mais je veux dire pour cette série aussi en particulier, on voyait que les passages offensifs avec Mike Conley étaient importants. Mais donc ça fait quand même deux éléments avec qui on ne pouvait pas switcher. Et notamment, on pouvait pas, si on aurait pu dire on met Towns sur le poste 5. Ok, donc quand il y a le pick and roll, Luka Doncic, Gafford, je dis n'importe quoi, mais le pick and roll, Gafford, Doncic, pour empêcher qu'il y ait une menace dans le dos, on switch, on fait comme Boston, on switch ce pick and roll. Ça marche pas, parce que autant Boston pouvait switcher Tatum sur Doncic, le poste 4 qui switch sur le poste 1, ok, et comme ça on annihile la menace de lob dans le dos parce qu'il n'y a pas de décalage sur pick and roll du tout, ok. Ça on pouvait avec Boston, mais Towns, on peut pas. Towns, il pouvait pas faire ça. On peut pas switcher Towns sur Doncic et espérer que ça marche parce que le différentiel était trop grand, le mismatch était trop grand en faveur de Dallas, donc ça aurait été trop rentable pour Dallas. Donc on ne pouvait pas faire ça. Donc forcément qu'on était obligé de mettre Gobert sur le poste 5 adverse. En tout cas, ça a été le parti pris de la part de Minnesota, mais je pense qu'ils auraient pu peut-être un peu plus tester, mais vous voyez bien qu'on arrive très vite à la limite de Towns en fait. Et on ne pouvait pas répliquer les schémas qu'ont fait Boston ensuite. Donc finalement, ça a forcé Gobert a resté dans ce rôle un peu classique du pick and roll, et il n'y avait que lui qui pouvait défendre le drop parce que
On pouvait pas faire un peu le même jeu de match-up qu'on avait fait au tour d'avant, mais le tour d'avant c'était pour défendre un post-up. Là, pour défendre un pick and roll, bah, c'est pas pareil, quoi. Parce que soit imaginons, on change les match-up et on laisse donc Gobert en deuxième rideau, en protecteur de panier, en safety, en deuxième rideau sans aucune responsabilité, un peu libre d'agir. Et sur le ballon, on laisse le pick and roll 1-5, Doncic, Gafford, on laissait Towns. Bah, soit Towns, il faisait un drop, il était encore plus catastrophique que Gobert, hein, évidemment. Donc ça aurait été pas rentable. Soit il faisait un switch, comme ça, hop, pas de menace dans le dos et pas de drive non plus autorisé sur du drop. On fait un switch, sauf que sur switch, ensuite, c'est trop facile, quoi. Doncic, il aurait pu s'amuser. Et puis pareil, hein, je ne fais pas la même chose, mais même raisonnement avec Mike Conley. Mike Conley qui pouvait pas switcher du tout, donc qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du hard edge, le fameux hard edge que font les petits, c'est-à-dire au niveau de l'écran, quand on fait venir, on switche pas Mike Conley sur Doncic, on fait un edge, un hard edge, donc il monte haut pour gêner le porteur de balle, le temps que l'autre joueur des Wolves contourne l'écran, et puis ensuite, Conley revient sur son propre attaquant. Voilà. Mais là, c'est pareil. Et en fait, paradoxalement, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais la défense des Wolves manquait un peu de polyvalence sur les écrans et sur ces pick and roll. Assez nettement, alors qu'on a vu que Boston, pas de souci. Boston, non seulement il y avait Tatum qui pouvait switcher sur Doncic depuis le poste 4, donc ça a annihilé totalement ça et ça a permis ce jeu de match-up. Pour moi, c'est le point clé des finales, on l'a déjà assez répété. Et puis de l'autre côté aussi, Boston n'avait pas un maillon faible en termes de meneur. Que ce soit Derrick White, même Derrick White ou Jrue Holiday, enfin Jrue Holiday évidemment, mais même Derrick White, on pouvait le switcher sur Doncic, c'était pas très grave, quoi. C'est pas idéal, mais on s'en sort quand même. On s'en sort un peu mieux. Le mismatch était moins grand que Mike Conley, en fait. Donc voilà, c'est les différences un peu fondamentales, et ce qui fait que, bah ouais, c'est aussi pour ça que on a retrouvé une nouvelle fois Gobert dans ce rôle un peu plus classique. Mais c'est pas que lui, en fait, c'est pas de sa faute, c'est aussi quelles sont les armes qu'on doit affronter, quelles sont nous aussi nos armes à nous. Bon, vous voyez bien que quand on fait le bilan, entre Towns, entre Mike Conley, entre la spécificité du pick and roll 1-5 avec la menace de lob qui vient équilibrer par rapport au drive de Doncic, un peu cette double menace, en fait, on était obligé d'avoir Gobert. Et Gobert ne pouvait pas faire autrement que ça, quoi. Que de subir un peu ce truc et donc d'être déchiré entre le drive de Doncic et dans son dos le lob, la menace de alley-oop. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que le match-up est dicté comme ça, on pouvait pas faire autrement en termes de match-up. Voilà. Et puis, même en termes de schéma, quoi, on pouvait pas faire grand-chose de plus, quoi, ou de différent. Et tout ça, vous avez vu, tout ça part de la tactique. Tout ça part d'éléments très concrets tactiques. Le manque de switch de Mike Conley, le manque de switch de Karl Anthony Towns face à Doncic, donc on pouvait pas faire les match-ups, mélanger les match-ups comme on voulait, donc on a dû garder Gobert comme ça, et donc Gobert a dû subir. Et bon, après vous me direz, on aurait pu faire d'autres ajustements, ils l'ont fait d'ailleurs en milieu de série, ils ont beaucoup plus ils ont essayé de rétrécir le terrain avec des aides plus agressifs off-ball pour protéger le drop. Ça a marché un peu, mais sauf qu'il y a eu très vite ajustement, quoi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a fait? On disait à Gobert de rester bas et de protéger, d'empêcher le alley-oop dans son dos, ok. Et pour compenser, les mecs qui étaient sur l'aile, qui étaient loin du ballon, pas sur le pick and roll, ils venaient aider et boucher l'espace pour empêcher que Doncic ne drive aussi facilement. Donc Gobert, tu restes bas, t'empêches le alley-oop, et le mec de l'aile fait un stunt, il vient boucher l'espace pour empêcher que Doncic drive aussi facilement. Bon, ça a marché, je crois que c'est le match 4, match 3-4, ça a bien marché. Sauf qu'on a vu très vite les ajustements, en fait, hein. C'est-à-dire Dallas qui s'est mis à faire des écrans très 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 hauts au niveau de la ligne médiane. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais monter est-ce que il y a trop d'espace à gérer, quoi. Donc contre-ajustement très simple de la part de Jason Kidd et Dallas. Bref, on va pas refaire le topo, mais vous voyez un peu cette idée qu'il y a des obligations qui ont été tactiques et finalement qui n'étaient pas de son ressort. Pourquoi est-ce que Gobert a été mis à mal? C'est parce qu'il devait un peu subir le fait que tactiquement, très peu de flexibilité, mais pourquoi? Pas de son ressort à lui, du fait que Mike Conley et Karl Anthony Towns n'avaient pas cette switchabilité. Donc, on a été obligé de garder Gobert dans ce rôle-là, avec ce match-up-là, parce que c'était le moins pire. Et puis, également pour conclure, mais cette histoire de biais du survivant et de les parties de l'avion qui sont abîmées versus les parties qui ne sont pas abîmées. Je trouve qu'on s'est quand même beaucoup concentré, en dehors des raisons du pourquoi, hein. Le tactique, je m'attends pas à ce que tout le monde soit intéressé par cet aspect-là ou le comprenne, ou enfin voilà, il y en a qui s'en fichent de la tactique, mais pour le coup, oui, il y a un peu ce biais du survivant pour moi ok, on a vu, encore une fois, métaphoriquement, j'espère que je suis assez clair, mais métaphoriquement, ce drop, il a été criblé de balles, et donc on a vu que ça, mais oui, mais en même temps, on n'a pas aussi vu le reste, parce que le reste aurait été fatal. Comme sur un avion de la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne,
Il y a des parties criblées de balles chez les survivants, et il y a des parties qui sont intactes. Pourquoi ? Parce que les parties intactes, chez les c'est ce qui a été fatal aux non-survivants, en fait. Et je pense que c'est un peu pareil. On a à ce point vu, métaphoriquement, le drop / partie de l'aile de l'avion qui a été criblée de balles. Et pourquoi on l'a aussi beaucoup vu ? C'est parce qu'on ne pouvait pas voir le reste, en fait. On ne pouvait pas. C'est-à-dire que les avions des Timberwolves qui partaient avec des schémas en switch Karl Anthony Towns ou en switch all avec Michael Leo, etc., ou Karl Anthony Towns en drop aussi, en fait, ils seraient pas revenus du combat, quoi. On les a pas vus parce que ça aurait été fatal, quoi. Enfin bref. Voilà un peu pour cette histoire de biais du survivant, donc qui est un simple biais de sélection, en fait, hein, et qui est une erreur qui nous amène à considérer non pas un échantillon global et représentatif de ce qui s'est passé, mais seulement une partie précise et particulière. Là, vous voyez que c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, et bon, on a parlé d'avions de Grande-Bretagne, de Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de Bill Belichick et de Stephen Gilmore, on a parlé de Scott Brooks au KC, on a parlé de plein de choses, mais vous voyez que, mine de rien, ce round de playoff a été assez intéressant. Et encore une fois, c'est pas pour dire que Gobert était irréprochable. Bah non, lui aussi, il n'a pas été bon, mais avec aussi certaines contraintes. Hein. Je veux dire, quand tu es un 1 contre 2, parce que oui, pardon, je l'ai même pas dit, mais pourquoi aussi est-ce que Gobert était à ce point 1 contre 2 ? Alors qu'au tour d'avant, on a vu OKC qui faisait ce même schéma en drop, hein, une majorité du temps. Chet Holmgren faisait du drop, et pourtant on a vu beaucoup moins déjà la série était plus disputée, et on a vu beaucoup moins de succès sur pick and roll pour Dallas. Ben pourquoi ? Mais parce que en premier rideau, on avait notamment Lou Dort sur Luka Doncic. Donc en fait, ça traversait beaucoup mieux les écrans, ça repoussait beaucoup plus en termes de contact, en termes d'attaque et agressivement, ça repoussait beaucoup plus, ça restait attaché, et donc ça permettait d'avoir un premier rideau qui était beaucoup plus solide. Alors que, on a bien vu, on l'a détaillé, je ne vais pas le refaire, mais l'aspect de Jaden McDaniels ou Anthony Edwards, ils sont très bons pour traverser les écrans, on l'a vu contre Denver, mais ils sont pas assez puissants contre Luka Doncic, parce que Doncic, c'est un peu un phénomène unique là-dessus, en termes de porteur de balle, de puissance pour un porteur de balle. Donc, on a eu ce truc où le premier rideau défensif était littéralement trop fragile, trop faible, pas assez costaud pour Luka Doncic, ce qui a donc fait que on a eu ce 1 contre 2 sur pick and roll. Et donc Gobert, il est bien gentil, Gobert, et même un 4 fois défenseur de l'année, et même un des meilleurs défenseurs de l'histoire comme Gobert, non, 1 contre 2 contre un des meilleurs drivers de NBA, enfin le meilleur driver de NBA, qui en plus est le meilleur passeur de NBA ou pas loin, et donc quand tu vas couvrir son drive, il peut faire une passe dans ton dos pour le alley-oop. Enfin voilà, le 1 contre 2 est trop difficile à gérer, quoi. Donc ce qui fait qu'on a eu tout ceci, mais bref, j'ai voulu un peu développer un peu la tactique sur les deux cas de Denver et Dallas. Vous voyez que, non pas que Rudy Gobert n'était pas critiquable, mais il y a aussi des raisons, en fait, hein, il y a aussi des explications. Et puis, plus globalement, pour dézoomer depuis arrêter avec juste ces playoffs-là, mais pour le thème principal par rapport à un Gobert qui est très critiqué, oui, il est critiqué parce qu'il est critiquable. Mais ce qui est un peu regrettable, c'est à quel point est-ce que ça va peut-être un peu, parfois, dans l'exagération. Parce que le propos, c'est pas de dire non, mais en fait, il est meilleur que ce que vous pensez en attaque, hein, Gobert. C'est pas ça. Et certains le font avec le côté, les screen assists. Parfois, on parle, oui, il a développé le passing. Et c'est vrai, il a développé un peu le passing, il y a la verticalité aussi en termes de finisseur, etc. etc. Moi, c'est même pas ça le prisme par lequel je veux prendre cette problématique. Moi, je veux même pas défendre Gobert en disant non, mais en fait, il est meilleur que ce que vous pensez en attaque. Non. Effectivement, Gobert, il est largement critiqué et largement critiquable en attaque. Mais en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est justement notable pour moi à quel point est-ce qu'il est mauvais en attaque. C'est à ce point parlant. C'est parlant de à quel point est-ce qu'il est bon en défense, en fait. C'est assez... Il faut aussi s'en rendre compte, quoi. Donc bref, voilà un peu pour le cas de Rudy Gobert qui, une nouvelle fois, est dans l'actualité. Je pense que je ne referai pas ce podcast à chaque fois qu'il le sera, hein, parce que je parie sur le fait que pendant 3, 4, 5 fois dans la saison encore, on va avoir ce genre d'épisode avec Lively, un roleplayer qui le critique, ou avec un Shaquille O'Neal qui remet une couche aussi. On le fera pas à chaque fois, mais je voulais quand même dire 2 mots, et puis ça me permettait de reparler un peu de ces playoffs, cette vision qu'on a pu avoir des playoffs, le pourquoi du comment, ce biais du survivant notamment, et cette analogie qui, moi, me plaît. Moi, j'aime bien cette métaphore des avions et des couvertures de pick and roll de Minnesota. J'espère que j'aurai été assez clair, au moins. Mais voilà donc pour notre ami Rudy Gobert, l'éternel incompris, ou l'éternel critiqué, et même injustement critiqué parfois, malheureusement.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que j'aurais pas été assez trop confus en tout cas, mais c'est vrai que ça me permettait, ce petit édito comme ça, de parler de plein de petits sujets, finalement un peu pêle-mêle, vous avez vu, un peu à la volée, en essayant de le structurer petit à petit, mais c'est vrai qu'on a parlé, on a évoqué plein de choses, notamment ce biais du survivant, je pense qu'il est assez important sur comment est-ce qu'on évalue finalement cet aspect de drop contre Dallas. Et bref, voilà pour cet épisode qui, vous avez vu, n'était pas un épisode qui était prévu pour le coup. J'avais dit qu'on parlerait d'OKC, et donc c'est ce qu'on fera la prochaine fois. La prochaine fois, on va s'en tenir au calendrier et au programme. La prochaine fois, nous allons parler donc de OKC, le recrutement et l'intersaison de OKC. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos petites étoiles, iTunes, Spotify, YouTube, etc., etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous, vraiment. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.